complexité, mais voilà, c'est important que nous puissions, après cette période intense de gestion de la crise sanitaire, nous retrouver pour préparer la rentrée prochaine et développer un certain nombre de réponses. Les premiers éléments de présentation que vous avez eus, que vous êtes fait là à l'instant, montrent bien la diversité à la fois des départements représentés, mais aussi, et c'est ce que je crois le plus important, la collaboration intense qui s'est nouée depuis ces 2 dernières années entre les services des agences régionales de santé et les services académiques de l'éducation nationale. C'est ce que souhaitent nos 2 ministres de référence en la matière pour la réussite de cette école inclusive. C'est évidemment aussi le souhait que je porte dans le cadre de cette réunion, qu'elle serve à avancer sur d'autres modalités, de nouvelles modalités d'intervention, d'organisation, de transmission des apprentissages scolaires pour les enfants autistes, et sans doute aussi on aura une réflexion à mener vers les enfants ayant d'autres troubles du neurodéveloppement. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est on a une opportunité dans le cadre de la conférence nationale du handicap qui s'est tenue en février dernier. Le président de la République a donné des moyens supplémentaires à la stratégie nationale autisme et troubles du neurodéveloppement pour développer d'autres, plus de dispositifs de scolarisation pour ces enfants. Ça veut dire plusieurs choses. La première, c'est que ce qu'on est en train de faire marche, que c'est visible du côté des associations et des familles, bien évidemment, que c'est aussi visible vis-à-vis des autorités publiques et au plus haut niveau du président de la République. Et donc là, on ouvre une nouvelle phase qui est d'accentuer, d'accélérer la mise en place de réponses adaptées pour ces enfants, pour ces élèves. Je disais en propos liminaire que la participation à ce webinaire montrait bien la collaboration nécessaire entre les services de l'éducation nationale et les agences régionales de santé. C'est notre enjeu de poursuivre cette collaboration, de l'accroître dans un contexte, je le sais, difficile, avec encore des incertitudes pour les mois qui viennent, mais en tous les cas, d'offrir la possibilité à la rentrée prochaine à plus d'enfants d'être scolarisés d'une manière la plus adaptée à leurs difficultés et à leurs compétences. Voilà, ces dispositifs d'autorégulation, ils ont été initiés sur le territoire français, en tous les cas, parce que cet exemple nous vient du Canada, par la région Nouvelle-Aquitaine. Je ne sais pas si Bonjour tout le monde. Bonjour, je ne sais pas qui parle. Je ne sais pas si vous m'entendez, je ne sais pas. Oui, on vous entend, mais oui, on vous entend. Donc, ont été initiés sur le territoire français par l'ARS Nouvelle-Aquitaine, avec le succès qu'on lui connaît et l'énergie et l'engagement qu'on lui connaît dans ce domaine-là. Maintenant, c'est 4 régions qui disposent de dispositifs d'autorégulation. On prend j'allais dire le pari, mais c'est pas un pari en fait. C'est l'exemple, l'évaluation, les résultats qu'on connaît aujourd'hui pour ces 4 dispositifs, et notamment parce qu'ils ont fait la preuve de leur efficacité, parce qu'ils offrent et ils permettent une scolarisation plus inclusive pour les enfants, et d'autre part, et c'est un élément déterminant pour nous tous, je crois, parce qu'ils accélèrent la transformation inclusive de l'école pour ces 3 raisons majeures, mais les intervenants qui vont vous présenter le dispositif vous répondront plus précisément à ces trois partis pris que j'évoquais à l'instant. Pour ces 3 raisons, donc, il nous a semblé important de mettre en œuvre les conditions de ce développement de ces dispositifs d'autorégulation. Voilà, je vais pas être plus longue puisque vous avez une après-midi de travail, et je pense qu'elle va être déterminante pour accélérer la mise en place de ces dispositifs, et que ça va vous permettre je l'espère, de répondre aux interrogations que vous vous posez sur ces dispositifs d'autorégulation. Avant de conclure, je voudrais juste remercier
Madame Morena et Madame Lacombe qui vont intervenir et qui sont aujourd'hui chevilles ouvrières, et c'est pas péjoratif dans ma bouche du tout, de ces dispositifs dans un certain nombre de régions. Je voudrais bien évidemment aussi saluer l'engagement et la détermination d'Isabelle Brion, de José Puig pour la délégation et de Mylène Girard, qui ont organisé cet après-midi et qui conduisent du côté de l'éducation nationale et de la délégation interministérielle tous ces dispositifs d'inclusion en faveur des enfants. Je vous souhaite une très bonne conférence et merci à vous tous de votre disponibilité et de votre engagement à nos côtés. Merci à vous. Isabelle, je crois que c'est vous qui commencez. Très bien, d'accord, merci. Alors bonjour à tous. Je vais peut-être resituer un tout petit peu notre après-midi de travail. Donc effectivement, Claire Compagnon vous l'a dit, au terme de la Conférence nationale du handicap, 45 nouveaux dispositifs pour la scolarisation des élèves avec TSA en école élémentaire ont été annoncés. La particularité, en fait, ce qui est nouveau dans cette annonce, d'une part, c'est que ça vient renforcer effectivement les annonces qui étaient faites dans le cadre de la stratégie autisme, puisque ça double les dispositifs prévus pour l'école élémentaire. Et puis surtout, c'est que est ouverte la possibilité de créer soit des unités d'enseignement élémentaire autisme, telles qu'on les connaît, telles qu'elles ont commencé à ouvrir avec le cahier des charges que vous connaissez, qui a circulé, qui est en usage, ou d'ouvrir des dispositifs d'autorégulation à partir de modèles que nous trouvons intéressants et qui effectivement ont été expérimentés depuis plusieurs années, d'abord en Nouvelle-Aquitaine, puis ensuite ont essaimé progressivement sur le territoire, pour atteindre effectivement l'Académie de Poitiers, pour atteindre maintenant Strasbourg, la Vendée, etc. Donc ce sont des dispositifs intéressants qui viennent compléter, me semble-t-il, les modalités d'accueil des élèves avec autisme. Donc voilà, c'est vraiment le point nouveau. Donc ces dispositifs d'autorégulation, c'est d'art. C'est pas très joli, mais bon, on finira par les appeler comme ça. Donc alors effectivement, comme on a commencé, nous, côté éducation nationale, et je sais côté ARS, à sonder un petit peu les intentions de création dans le cadre de ces nouveaux dispositifs. Je pense qu'on sera en mesure d'en ouvrir sans doute une vingtaine à la rentrée prochaine, et puis 25 pour la rentrée 2021. Donc ça se répartira entre classes d'autorégulation et dispositifs entre unités d'enseignement et classes d'autorégulation. Pour les unités d'enseignement, il n'y a pas de problème, le cahier des charges existe. Pour les dispositifs d'autorégulation, il y a un cahier des charges qui circule actuellement, qui est en relecture à la DGESCO, qui effectivement pour le moment n'est pas encore diffusé, et donc il nous a semblé effectivement intéressant de vous réunir, de vous convier à ce webinaire pour vous informer, pour compléter votre information sur l'organisation de ces dispositifs, ce qui nous semble pouvoir apporter effectivement à l'école inclusive, et puis pour répondre aussi à vos questions. Voilà. Donc, sont réunis, vous l'avez entendu à travers le rapide tour de table, des représentants des ARS et des représentants des services de l'éducation nationale. On a à peu près une quarantaine, soit de CT, ASH, soit d'inspecteurs de l'éducation nationale, soit de conseillers pédagogiques, soit de professeurs ressources. Ça montre bien l'intérêt que les services de l'éducation nationale accordent à ces nouveaux dispositifs, puisqu'on a eu quand même très peu de temps pour relayer l'information et recueillir les inscriptions. Voilà. Moi, j'ai le plaisir de retrouver à cette occasion Anne-Sophie Morena et Maryse Lacombe, puisque nous les avions fait intervenir. Si certains d'entre vous ont participé à l'élaboration du volet scolarisation de la stratégie autisme, nous avions fait intervenir dans notre groupe de travail. Elles avaient présenté l'autorégulation, et c'est un dispositif qui effectivement avait beaucoup intéressé les différents acteurs de ce groupe de pilotage. Bon, voilà, donc on est content maintenant de pouvoir revenir ces dispositifs et les mettre en œuvre. Voilà, je voulais aussi remercier l'équipe de la délégation, puisque c'est eux qui ont quand même été à la manœuvre pour organiser ce webinaire. Et puis, j'ai une précision importante. Ce webinaire est enregistré.
ce qui permettra d'une part d'en extraire éventuellement, voilà, d'en extraire des extraits significatifs pour les utiliser, par exemple dans les formations, pour les utiliser éventuellement dans les communications vidéo. Voilà, donc vous savez tout, je pense. Je pense, oui. Donc je passe peut-être la parole maintenant à Arnaud pour les questions d'organisation. Voilà. Donc, Maryse Morena et Anne-Sophie, Maryse Lacombe et Anne-Sophie Morena, pardon, vont intervenir. Et ensuite, on a prévu qu'il y ait la possibilité d'avoir un échange de questions avec vous tous et toutes. Selon le nombre de questions, on commencera par des questions orales et puis ensuite on vous proposera d'envoyer des questions par écrit qu'on rassemblera par catégorie pour permettre de traiter un maximum de réponses. Et je demande par avance à ceux qui n'auront pas la possibilité de s'exprimer de bien vouloir nous excuser. Anne-Sophie et Maryse, à vous. Bonjour, donc merci tout d'abord à la délégation interministérielle de nous recevoir et merci à Claire Compagnon de nous accueillir pour cette présentation donc des écoles bénéficiant de l'autorégulation, des dispositifs d'autorégulation, comme vient de préciser Isabelle. Bonjour à tous mes anciens collègues que je vois nombreux et je suis très heureuse de pouvoir partager ce moment aussi avec eux. Quelques mots peut-être pour se présenter brièvement. Comme l'a dit peut-être pas Isabelle, mais elle me connaît depuis longtemps. J'ai effectué toute ma carrière professionnelle à l'Éducation nationale en tant qu'enseignante, enseignante spécialisée, formatrice, inspectrice AESH, et j'ai été conseillère de recteur en fin de carrière. La scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers a été toujours mon credo. Depuis 1 an et demi, après avoir quitté cette grande maison, je partage mon temps entre une mission que j'exerce à temps partiel au sein de la Fondation Delta Plus à Limoges. C'est une mission de coordination de tous les dispositifs qui sont implantés en Nouvelle-Aquitaine. Rédaction des documents de cadrage, d'accompagnement, rédaction de bilan, formation sur site. Et puis, je le partage aussi avec un temps personnel qui, selon mes champs d'expertise, me permet de répondre à titre bénévole à d'autres missions, sur la langue des signes il y a 2 ans pour le ministère de l'Éducation nationale et sur les PIAL l'an dernier à la demande de Madame Caraglio et de la rectrice Christine Gavini-Chevet. La présentation d'aujourd'hui rentre dans ce dernier cadre. Elle s'inscrit dans un projet qui nous anime avec Anne-Sophie depuis 6 ans et complète les nombreuses interventions sur l'autorégulation que nous avons assumées. Isabelle l'a dit, nous avons participé à la présentation lors de la préparation de la stratégie autisme, la participation à la concertation du groupe d'experts coopération dans l'école, la participation au groupe d'experts pour la rédaction du cahier des charges des UEA, des colloques nationaux ou départementaux, des demandes de présentation d'associations ou d'institutions, des émissions de radio, des émissions de télé, bref, une centaine d'interventions qui témoignent bien de notre engagement et de notre adhésion sans faille à ce projet. Anne-Sophie? Oui, donc je vous dirai quelques mots également sur mon parcours et ma présence aujourd'hui. J'ai effectué, pour le côté formation, j'ai effectué des études en neuropsychologie à l'Université de Lyon, que j'ai eu la chance de terminer par un échange université à Ottawa, au Canada. Plus récemment, pour la partie formation également, j'ai obtenu une certification de l'école HEC. Lorsque j'étais au Canada, j'ai décidé d'y rester quelques années, au cours desquelles j'ai travaillé dans le milieu inclusif scolaire en Ontario, période j'ai travaillé aux côtés de Stéphane Bonne. À mon retour en France, j'ai occupé un poste de chef de service, puis directrice de pôle autisme de l'ADAPI de la Corrèze, où une de mes préoccupations premières a été de pouvoir mettre à profit mon expérience canadienne au service des élèves avec TSA en France. Alors, comme va vous le préciser Maryse dans la genèse qui suit, nous avons imaginé un projet en 2014, tu le disais 6 ans auparavant, correspondant réellement à nos valeurs et poussant un peu plus loin la mise en œuvre de l'école inclusive, épaulé par l'expérience et l'expertise donc, de Stéphane Bonne, par l'ARS Nouvelle-Aquitaine, M. Assef, la représentant, et le rectorat de Limoges au tout départ. Donc, les dispositifs d'autorégulation se développant en France, mon action s'est centrée sur ces derniers. J'ai quitté mon poste de direction, j'ai créé un organisme de formation et de supervision et j'agis donc depuis 2 ans maintenant en profession libérale sur différentes régions portant ces dispositifs.
Alors, la présentation d'aujourd'hui s'inscrit dans cette continuité de parcours. J'espère tout simplement par ma contribution et pouvoir apporter ma pierre à l'édifice que représente la construction d'une école inclusive et donc par là même d'une société plus inclusive. Alors, la genèse du projet, quelques mots. Tout d'abord, par respect pour tous ceux qui ont participé à la conception de cette démarche. En tout premier lieu, l'idée d'un projet novateur a germé dans la tête de 3 femmes. Je m'excuse pour les messieurs qui sont dans la salle, mais 2 étant dans des cadres d'une association médico-sociale, la directrice Isabelle Dolac et Anne-Sophie, qui était chef de service du pôle autisme de l'ADAPI 19, et moi-même qui étais inspectrice ASH alors en Corrèze. Toutes 3, nous étions animés par le même souhait, rechercher des modalités de scolarisation différentes de celles qui existaient déjà pour aller plus loin, comme l'a dit Anne-Sophie, dans l'inclusion, aller de l'avant vers une école pour tous, en transformant l'offre de services d'un IME, en proposant une autre réponse tenant compte des besoins des jeunes. Anne-Sophie, connaissant Stéphane Boll, nous a permis de le rencontrer et de lui exposer les grandes lignes de notre projet. Il nous a présenté son travail de recherche et de terrain au Canada et séduite par l'aspect scolarisation pour tous, nous avons décidé de l'adapter au fonctionnement institutionnel français en raison de différences fondamentales. Au Canada, la coopération est inscrite dans le même ministère. La formation initiale des enseignants est totalement différente, notamment en matière de neurosciences et de pédagogie explicite. Stéphane Boll nous a beaucoup apporté sur le plan théorique et clinique et nous apprécions encore aujourd'hui son expertise quant aux problématiques rencontrées par les enfants avec TSA. Une fois le projet finalisé, nous l'avons exposé à l'ARS Bordeaux, représenté par M. Assef. Le soutien fort de l'ARS et de ce dernier, ainsi que celui du rectorat de Limoges, a permis l'ouverture du premier dispositif en 2016 dans une toute petite commune qui s'appelle Saint-Germain-les-Vergnes, en Corrèze, mettant en œuvre la coopération entre l'ADAPI 19, l'éducation nationale et la municipalité de cette petite commune. Ce soutien sans faille du côté de l'éducation nationale, la provision d'un poste d'enseignant dédié à l'autorégulation dans la carte scolaire, et du côté de l'ARS avec le redéploiement de places pour l'association médico-sociale, le financement de la supra et de la supervision, nous a conduit à ouvrir régulièrement de nouveaux dispositifs, notamment sur l'Académie de Poitiers, qui était très dynamique. Aujourd'hui, sur la région Nouvelle-Aquitaine, il s'agit de 6 dispositifs dans le premier degré, 3 dans l'Académie de Limoges, 3 dans l'Académie de Poitiers et 1 sur l'Académie de Bordeaux. Un dispositif a ouvert dans le second degré au Collège d'Arsonval en Corrèze. Sur cette région, au regard de cette évolution croissante, l'ARS a souhaité financer un dispositif d'appui avec pour objectif la garantie d'une qualité de service, analyse de données émanant de tous les dispositifs, apport sur chaque site, supra et supervision, coordination, rédaction de rapports et formation. En parallèle à cette démarche, d'autres dispositifs impliquant d'autres ARS et d'autres rectorats ont vu le jour. Dans la région Pays de Loire, Vendée, 2 écoles, et dans la région Grand Est, Bas-Rhin, 1 école et 1 en collège. Aujourd'hui, nous témoignons par notre présentation de toute cette diversité. Alors, comme vous pouvez le voir sur cette diapo, qu'est-ce qu'un dispositif d'autorégulation ou une école autorégulation? Peut-être on peut préciser que nous sommes passés dans notre langage, en tout cas, et nous savons que le langage a aussi l'importance des mots pèse lourd, et notamment en français. Donc, nous sommes passés du concept de classe d'autorégulation dont nous parlions au tout départ, et puis par la suite de dispositifs d'autorégulation qui correspond beaucoup mieux étant donné la mise en œuvre de cette coopération. Et aujourd'hui, même nous parlons parfois d'école autorégulation. Donc, ne vous inquiétez pas si nous utilisons ces termes-là, dispositif ou école autorégulation, tout simplement école autorégulation parce que ce projet s'inscrit vraiment dans le projet école, et s'il est au bénéfice de tous les élèves, alors nous souhaitions dans le langage également sortir de cette spécificité quelque part et de cette spécificité handicap. Donc une démarche qui se décline surtout autour de 2 grands axes que nous allons développer par la suite dans la présentation. Un vecteur commun à tous les professionnels, cette approche qui va fédérer différents acteurs, et puis une organisation spécifique au sein de l'école, une organisation voire réorganisation au sein de l'école. Alors tout d'abord, quelques constats. D'un point de vue des élèves, Blair et Diamond, en 2008,
disait que plus de 50% des enfants entrant à l'école ne possèdent pas les habiletés sociales, cognitives et émotionnelles indispensables pour la réussite scolaire et l'autonomie. Nous le savons, dans les classes aujourd'hui, bon nombre d'élèves rencontrent des difficultés d'apprentissage et pas seulement les élèves avec TSA. J'aime à dire que ces élèves-là jouent le rôle de loupe grossissante de difficultés rencontrées par beaucoup. Problèmes à suivre les consignes, problèmes d'attention, problèmes d'inhibition, de comportement, d'autogestion, mémoire de travail instable, difficultés à créer des liens avec les camarades de classe. Problématiques qui mettent souvent les enseignants en difficulté dans la gestion de classe et dans leur pratique d'enseignement. Du point de vue des enseignants, aujourd'hui, on le sait bien, cette hétérogénéité amène les enseignants à se questionner beaucoup sur la compensation des besoins dans le cadre de la différenciation pédagogique. Et d'ailleurs, beaucoup d'outils viennent les armer pour répondre à ces besoins, notamment la plateforme CAP Inclusive est vraiment quelque chose qui peut apporter des réponses par rapport à la compensation. Mais la compensation, elle est démultipliée face à toutes les situations de handicap et tous les besoins éducatifs particuliers. Donc, certains pays, dont les pays nord-américains, ont fait le choix, en complément de la pédagogie différenciée, de mettre en œuvre la conception universelle de l'apprentissage, qui met en jeu des démarches équitables et un enseignement structuré et explicite. La démarche au sein d'une école qui bénéficie de l'autorégulation permet d'engager les enseignants dans cette réflexion, de réfléchir sur l'accessibilité aux apprentissages pour tous et de ne plus penser uniquement qu'en termes de compensation. On ne veut pas dire par là qu'il faut travailler que l'accessibilité, mais bien une complémentarité entre compensation pour le jeune, guidance, compensation avec des mises en œuvre d'adaptation pour l'organisation spatiale, temporelle, mais aussi de l'accessibilité et qui peut être au bénéfice de tous. Alors, l'autorégulation, pour vous en dire quelques mots, même si c'est un concept qui est très vaste et qui mérite des formations complètes, mais pour qu'on puisse partager en tout cas ces quelques concepts ensemble aujourd'hui, c'est la capacité à être calme, concentré, alerte, c'est savoir maîtriser ses pensées, ses émotions, ses comportements. Donc, Shanker nous l'expliquait bien, chercheur qui expliquait le continuum de l'état d'éveil. Alors, nous avons de l'énergie, mais encore faut-il savoir dépenser cette énergie intelligemment et savoir la réguler pour rentrer dans les apprentissages, pour trouver des stratégies et afin d'être en réussite dans tous les contextes qui concernent l'école. Parce que lorsqu'on se situe dans une école qui est finalement une micro-société, eh bien, il y a tous les temps d'entrée dans les apprentissages au sein des classes, mais il y a aussi tous les temps de régulation nécessaires pour la socialisation qui se trouvent dans tous les lieux de vie de l'école et voire en dehors. Alors, c'est aussi très lié à l'utilisation des fonctions exécutives pour développer ces compétences cognitives, sociales et émotionnelles dont nous venons de parler. Alors, l'autorégulation, c'est finalement aussi être capable de se dégager du contexte, de stopper une action, observer, trouver une stratégie adéquate et la mettre en œuvre. Tout ça, c'est très complexe et nous voyons bien qu'on utilise là des concepts qui sont plutôt théoriques et nous nous sommes aperçus que, alors, lors de la formation théorique, mais aussi lors de la supervision, pour faire bouger les gestes professionnels, pour faire évoluer les pratiques, on a d'abord la nécessité de parler de ces concepts pour ensuite pouvoir venir modifier les gestes professionnels et de créer ensemble culture commune. L'autorégulation, c'est aussi reconnaître ses perceptions, ses émotions et aussi parfois la douleur. Et nous savons aujourd'hui en France, et notamment dans les troubles du spectre de l'autisme et d'autres troubles, que nombreux sont les élèves qui ont des difficultés et qui ressentent de la douleur, qui ont des difficultés à l'exprimer, et nombreux sont donc les enseignants qui ont des difficultés pour gérer ces états de douleur qui sont parfois présents, les poussant donc parfois aussi à la déscolarisation pour ce motif-là, entre autres. Alors, le concept d'autorégulation est également lié, interdépendant, même s'il est distinct du concept de la métacognition, il est quand même interdépendant avec ce dernier, qui sont des processus de haut niveau, qui concernent la capacité d'une personne à réguler ses compétences cognitives et qui sous-tendent les processus exécutifs associés à cette métacognition.
Alors, nous nous sommes bien sûr basés sur le développement humain. Parce que si je reprends les termes de Charles Pascal et également Stéphane Bonne, qui nous dit souvent cela, l'autorégulation est essentielle à tout apprentissage et à tout développement humain d'une manière générale. C'est la pierre d'assise du développement humain et elle est centrale dans toutes les questions d'apprentissage, mais pas seulement scolaire, de tous les apprentissages dans les différents domaines de développement. Alors, nous nous sommes donc basés sur différentes recherches sur le développement humain et sur les besoins de tous les élèves, pas seulement des élèves avec TSA. Et donc, par là même, il était assez évident de se baser aussi sur les 3 besoins psychologiques fondamentaux dont nous parlent Deci et Ryan en 2002. Ces 3 besoins psychologiques fondamentaux, ce sont le besoin de compétence, le besoin d'autonomie et le besoin d'appartenance sociale. Alors, même si ces besoins-là sont parfois très évidents chez les enfants avec TSA, ils le sont également pour tous les autres. Donc, on essaie de travailler ça au bénéfice de tous. Pour résumer, l'autorégulation, c'est bien la capacité de faire un choix d'un comportement socialement adapté ou de plus en plus socialement adapté, augmenter sa motivation intrinsèque, savoir se fixer ses propres objectifs, développer des stratégies pour répondre à ces objectifs afin d'être en réussite, parce que c'est bien ce que nous souhaitons pour tous les élèves, qu'ils puissent être en réussite, et s'engager, se désengager cognitivement lorsque c'est nécessaire afin de répondre aux consignes d'un environnement donné. Concernant, puisque je vous parlais de quelques chercheurs, voici certains des chercheurs qui ont contribué dans l'apport des neurosciences et qui participent aux principes fondateurs que nous avons utilisés pour développer par la suite des principes méthodologiques. Encore une fois, nous nous sommes basés sur la recherche pour ensuite dégager des principes méthodologiques. Alors, voici quelques-uns qui sont vraiment à la base de tout le travail de ce projet-là. Et vous voyez bien que ces principes méthodologiques concernent à la fois la partie médico-sociale, la guidance éducative qu'il peut y avoir, et même rééducative pour les rééducateurs, et également les principes méthodologiques des enseignants. Alors, dans ces principes, on a à développer, en tout cas pour construire un dispositif d'autorégulation, l'enseignement explicite. L'enseignement explicite qui est prôné par le ministère de l'Éducation nationale, mais on s'aperçoit sur le terrain qu'il est souvent interprété de façon assez floue et ne permet pas toujours aux enseignants de pouvoir le pratiquer de façon sereine. Donc, c'est vraiment un des principes à développer sur ces dispositifs-là. S'appuyer sur une approche positive, une pédagogie positive. Là aussi, on sait bien que ça concerne à la fois les recommandations de bonne pratique de la Haute Autorité de Santé côté médico-social, donc on revient pleinement aux besoins également des enfants avec TSA, mais aussi du côté de la pédagogie. La pédagogie positive, toutes les recherches nous montrent qu'on a des résultats qui sont bien plus probants lorsqu'on applique une pédagogie positive. Encore faut-il que cette pédagogie positive soit mise en place dans une équipe qui coopère et qui se met d'accord pour pouvoir l'appliquer sur les différents lieux de vie des élèves qui se situent dans l'école. Une approche cognitivo-comportementale, là aussi, qui découle directement de la recherche et qui semble très importante, mais j'imagine que les participants à ce webinaire sont déjà convaincus. Favoriser la compréhension des comportements défis et la régulation, la gestion de ces comportements défis. On sait aujourd'hui que beaucoup d'élèves avec TSA présentent des comportements défis, des troubles du comportement, mais aussi d'autres élèves qui peuvent avoir des troubles des apprentissages et qui présentent des comportements défis, soit par frustration, soit par déception et manque de motivation, ou soit par évitement de la tâche qui peut leur être présentée. Pour les adultes, cette fois-ci, c'est viser une posture professionnelle qui va favoriser le travail en équipe, la prise de recul et donc l'évolution des gestes professionnels dans le travail de chacun et l'expertise de chacun, qu'elle puisse être reconnue à sa juste valeur. Pour mettre en œuvre cette démarche, bien sûr, nous nous sommes fixés des objectifs. Objectifs, bien sûr, inscrits dans les objectifs déclinés conjointement par les ministères de l'Éducation nationale et de la Santé, visant une école inclusive pour une société inclusive. Pour ce faire, nous avons ciblé 2 grands axes. Le premier, c'est décliner les objectifs d'une école de la confiance pour tous par une inscription dans le cadre réglementaire. Bien sûr, je ne vais pas vous faire
tout le registre de l'inscription dans les lois et textes législatifs que vous connaissez par cœur, mais reciter bien sûr les lois de 2005, 2013, 2019 qui portent ou qui renforcent le principe d'inclusion de tous les élèves. L'article 24 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, qui a été ratifiée en France en 2010 et qui place le principe d'accessibilité comme premier, la stratégie nationale autisme de 2018-2022 et le plan interministériel Ensemble pour une école inclusive de janvier 2019. On a aussi décliné cet objectif d'une école de la confiance par la mise en œuvre d'une réflexion globale sur l'inclusion au sein de toute l'école par tous les acteurs. Et on peut prendre appui à la démarche Cal Inclus, où les écoles planifient, évaluent et améliorent la qualité de leur démarche inclusive. Ici aussi, une école qui bénéficie de l'autorégulation intègre cette réflexion, notamment en ce qui concerne la relation aux parents d'enfants en situation de handicap et la coopération avec les partenaires. On a aussi inscrit une volonté de construire une école inclusive en ciblant l'effectivité des droits, comme le dit Madame Cluzel, secrétaire d'État, notamment en se donnant comme priorité la scolarisation en classe ordinaire, le transfert et la généralisation des compétences dans tous les environnements de l'enfant et la sécurisation d'un parcours sans rupture. Par une volonté aussi de transformer l'offre médico-sociale, on l'a déjà dit, et enfin, par la mise en œuvre d'une démarche complémentaire aux dispositifs existants. Au regard de la diversité et de la complexité des projets avec TSA, le panel de réponses se doit être varié et la démarche d'autorégulation vient compléter les réponses qui sont déjà sur le terrain. Enfin, le deuxième axe, lever les freins à l'apprentissage, développer les compétences cognitives, sociales et émotionnelles, Anne-Sophie vient de trouver l'équilibre. Alors, une école, un dispositif, une école bénéficiant de l'autorégulation, c'est tout d'abord, on y tient et on le redit avec beaucoup de force, c'est tout d'abord une école qui s'implique dans sa globalité, avec l'inscription de la démarche comme étant au cœur du projet d'école. C'est l'implication de tous les enseignants et pas simplement de ceux qui incluent les élèves avec TSA. C'est l'inscription d'un élève TSA, comme tout élève, dans les bases de l'école. C'est un élève qui compte dans les effectifs pour la carte scolaire, avec la volonté de chacun des acteurs de mettre en œuvre des démarches d'apprentissage qui visent l'accessibilité. C'est une approche qui bénéficie aux élèves TSA, mais aussi à tous les autres élèves. Dans une école bénéficiant de l'autorégulation, on vise la réussite de tous les jeunes, bien sûr, et l'accès à leur autonomie, dont les élèves avec TSA, afin qu'ils deviennent des citoyens en généralisant les compétences acquises. Et on vise aussi l'auto-efficacité de tous les acteurs, médico-sociaux, municipaux, mais aussi les enseignants, qui, face à l'hétérogénéité des besoins des élèves, doivent essayer de modifier leurs pratiques, leur représentation. C'est un partenariat au quotidien aussi, c'est un intermétier au quotidien. Anne-Sophie l'a dit précédemment, c'est la construction d'une culture commune de toute la communauté éducative et ce n'est pas simple parce que quand on regroupe, quand on rassemble la culture du médico-social et la culture de l'éducation nationale, quelquefois, il faut avoir beaucoup de diplomatie et beaucoup de pédagogie. Mais on essaie de les rassembler sur des concepts clés. Pourquoi on vise l'inclusion? Pourquoi on vise l'accessibilité? Pourquoi on fait une approche avec l'autorégulation? À quoi ça va leur servir? On essaie de donner du sens à l'action. Et puis c'est aussi autour d'une synergie afin de constituer progressivement une seule équipe. Et ça, on le voit sur certains dispositifs les plus anciens. Il faut du temps, c'est vrai, mais maintenant, on a des équipes, notamment des équipes qui ont été visitées par José Puig et Mylène Girard, où on a des enseignants et des équipes l'équipe du médico-social qui parlent avec le même langage, qui parlent d'une seule voix presque. Et ça, c'est vraiment très important. L'apport aussi de réponses adaptées, concertées, réactives, non différées ni décontextualisées, en fonction de chaque situation, c'est important. Par exemple, permettre à un enseignant, en étant accompagné, de comprendre, d'identifier la fonction communicative d'un comportement défi. Pourquoi ce comportement défi? Où est-ce que ça prend sa source? Comment on va pouvoir apprendre à gérer? Comment on va réagir? Tout cela, c'est important. C'est bien sûr la reconnaissance de l'expertise de chacun dans la coopération sur un même lieu commun. Et ce n'est pas une moindre partie, la reconnaissance des parents, la revalorisation des parents et la reconnaissance de leurs besoins.
Maryse vient de vous le dire, c'est un projet qui fédère différents acteurs. Cette diapo là reprend, et vous le voyez, on a essayé de le représenter par un cercle qui est très important, avec au centre les élèves, dont les élèves TSA. Ce qui est important sur ce dispositif aussi, c'est que nous essayons d'inverser un peu la tendance que l'on peut avoir assez naturellement à se demander que peut-on faire pour inclure des élèves avec TSA. Dans ce dispositif et cette école bénéficiant de l'autorégulation, ce qu'on se demande plutôt en premier lieu, c'est quelle est l'approche qui va bénéficier à tous, dont les élèves TSA. Et ça, c'est vraiment une partie qui est très importante. Alors, les acteurs, donc bien évidemment, les parents sont les premiers partenaires de ce dispositif et participent largement à sa construction. Alors, les parents des enfants avec TSA pour toute la construction du projet personnalisé, tous les axes à travailler également en dehors de l'école, puisqu'ils peuvent bénéficier de guidance parentale ou familiale. L'équipe enseignante, qui est composée d'enseignants lambda, les enseignants des classes ordinaires, dont un enseignant également d'autorégulation, l'équipe médico-sociale et à ne pas oublier également la municipalité avec l'équipe pour les temps périscolaires. La supervision vient soutenir la mise en lien et l'éclairage également, soit théorique, soit clinique, pour ces différents acteurs. Je passe à la diapo suivante pour détailler un peu plus précisément la composition de cette équipe professionnelle. Deux mots-clés à retenir, la pluridisciplinarité et la coopération. On parlait tout à l'heure de l'équipe enseignante, donc avec tous les enseignants des classes de cette école sont concernés, sont formés, participent à la formation, peuvent recevoir, bénéficier de la supervision et coopèrent ensemble puisque les enfants sont inscrits et inclus dans les classes, leur classe de référence et donc à court, voire moyen terme, ils peuvent être dans toutes les classes de cette école. Un enseignant d'autorégulation qui est nommé sur l'école et qui n'est pas spécialisé. Concernant l'équipe médico-sociale, 3 personnels éducatifs sont nommés sur ce dispositif d'autorégulation et des personnels paramédicaux à temps partiel. Le psychologue, dont la mission principale est l'évaluation et la participation au projet personnalisé, l'évaluation aussi des axes à travailler en guidance parentale, et dans les personnels paramédicaux, on peut avoir recours à des psychomotriciens, orthophonistes ou ergothérapeutes qui peuvent être soit embauchés à temps partiel donc sur ces dispositifs, soit par convention avec des libéraux, puisque nous savons que sur certains départements et même de nombreux départements, il est difficile d'avoir accès à des salariés paramédicaux pour intervenir sur certains dispositifs. L'équipe périscolaire, elle, qui va venir donc soutenir et qui a la responsabilité finalement des enfants, donc qui coopère sur des moments de vie des élèves, dont les élèves TSA, qui ne sont pas des moindres. Nous le savons bien, les temps de restauration sont des temps importants où il faut absolument qu'il y ait une continuité de travail et que les équipes qui s'occupent au quotidien de ces enfants pendant ces temps-là puissent être formées et soutenues dans leur démarche. Et juste un mot également sur le transport, puisque le transport est assuré s'ils le peuvent, si les enfants le peuvent, parce que ce sont des enfants, les enfants avec troubles du spectre de l'autisme, parce que ce sont des enfants qui sont inscrits à l'école porteuses d'un dispositif d'autorégulation. Dans ces cas-là, ils sont au même titre que les autres élèves en situation de handicap de l'école nommée. Ils peuvent bénéficier d'un transport mis en place par le conseil départemental. Donc ça, c'est une question qui rejoint peut-être d'autres questions que nous aurons concernant les budgets, mais qui est à prendre en compte, en tout cas, dans la mise en œuvre de ces dispositifs. La supervision qui vient soutenir et aider à développer les compétences de cette équipe pluridisciplinaire, elle se fait en situation réelle et concrète. Alors ça, c'est aussi... c'est peut-être plus connu du côté médico-social puisqu'on a déjà des systèmes de supervision existants sur d'autres dispositifs ou unités. Là, ce qui est plus particulier, c'est que la supervision va intervenir certes auprès de l'équipe de l'ESMS, mais aussi dans les classes ordinaires de toute l'école et sur les temps, comme on le disait précédemment, périscolaires. Donc, cette supervision, elle peut se faire soit par observation in situ dans la classe, dans le lieu de la récréation, sur tous les lieux de vie du jeune, et elle peut également se faire
par rétroaction par la suite, ce qui demande des temps de concertation à prévoir également, par rétroaction des observations qui ont été faites pour guider et donner des axes de travail et des recommandations par rapport aux professionnels qui interagissent dans cette équipe pluridisciplinaire. Les élèves avec TSA qui sont scolarisés au sein de l'école, au niveau des effectifs, le nombre d'élèves avec TSA sur le cahier des charges qui devrait être prévu sont de 7 à 10. Chacun est inscrit dans sa classe d'âge ordinaire. L'âge, les élèves accueillis sont ceux d'âge de l'école élémentaire. Le profil, alors là, c'est une question toujours très délicate. Vous le savez, la question du profil des élèves est souvent posée sur bien des dispositifs. Les élèves qui bénéficient du dispositif d'autorégulation sont des enfants avec TSA sans déficience cognitive sévère, dont le niveau cognitif est souvent masqué par les troubles du comportement importants, les empêchant de rentrer dans les apprentissages scolaires. Sur les différents sites, les profils sont variés. Nous avons des enfants qui sont verbaux, d'autres non verbaux. Nous en avons qui ne sont pas encore propres. Donc, nous avons des profils très variés. Certains présentent des déficiences innées ou acquises que l'on a souvent du mal à évaluer en raison de temps de déscolarisation qui sont importants. En tout cas, à chaque fois, on a fait le pari d'avoir des stratégies qui permettent aux enfants d'entrer dans les apprentissages par l'autorégulation. L'orientation vers le service médico-social, c'est une orientation classique que vous connaissez via la CDAPH, dont une saisine de la CDAPH par les parents de l'enfant, et puis après orientation vers le service médico-social désigné, implanté dans l'école retenue par l'inspecteur d'académie. L'inscription, les parents, comme tout enfant, parents d'enfants de l'école, vont inscrire leur enfant auprès de la municipalité où se trouve l'école désignée par l'inspecteur d'académie, et l'accueil et l'admission s'effectuent conjointement par le directeur de l'école et le directeur du service médico-social au sein de l'école. Ça, nous avons été vigilants par rapport à ce point-là et nous y tenons parce que c'est vraiment à l'école qui a cette double admission. Alors, nous passons maintenant au fonctionnement au quotidien de ces dispositifs. Alors, quelques principes de mise en œuvre. Vous le voyez là, on a la vision là avec l'élève au centre. Donc, nous allons parler de l'élève et puis juste par la suite, le transfert qui s'opère auprès des adultes et des professionnels qui travaillent au sein de cette école. Les principes de mise en œuvre, cette organisation spécifique, elle se doit aussi d'être souple et réfléchie en fonction des besoins des jeunes. Donc, chaque jeune avec trouble du spectre de l'autisme, bien évidemment un projet personnalisé, réalisé en fonction des évaluations et de l'équipe pluridisciplinaire. Cet emploi du temps, de ces évaluations vont découler les projets personnalisés et donc un emploi du temps très spécifique permettant aux jeunes d'être majoritairement dans sa salle de classe ordinaire et d'avoir accès par moment, des moments définis la plupart du temps, à la salle d'autorégulation. Alors là aussi, on inverse un peu les principes que l'on peut voir parfois et les réflexes que l'on peut avoir en tant que professionnel sur le terrain, à savoir ce que l'on entend souvent au départ, c'est « Ah oui, mais cet élève-là ne peut pas suivre là en maths, il n'a pas les compétences pour suivre en maths, donc il pourrait faire quand même des maths, mais de façon adaptée et dans la salle qui est à part. » Alors là, on part du principe inverse, c'est-à-dire cet enfant-là, que faut-il mettre en place? Quels prérequis lui manque-t-il pour être en réussite dans le cours de maths avec ses camarades? Dans ces cas-là, ça va nous permettre d'utiliser la salle d'autorégulation en anticipation pour acquérir de nouvelles compétences, pour acquérir aussi des compétences en termes de gestion de comportement, en termes de capacité cognitive également, de stratégie d'utilisation d'outils de compensation que nous mettons en œuvre aussi, pour être en réussite ensuite et revenir assez rapidement dans la salle de classe ordinaire et que le jeune ait toujours cette volonté et la motivation première, qu'elle soit d'être en réussite dans la salle de classe ordinaire. Donc cette salle d'autorégulation est surtout utilisée en anticipation. Elle peut être utilisée par contre ponctuellement pour la gestion
des troubles du comportement ou autres. Mais ce qu'on évite de faire penser à l'équipe pluridisciplinaire, c'est que cette salle va être un sas permanent pour tous les troubles du comportement et pour toutes les tentatives d'évitement, parce que nous savons que nous avons des élèves qui sont très doués pour ça et qui ont pratiqué pendant des années avant d'arriver sur un dispositif d'autorégulation de l'évitement du travail et de l'évitement de l'engagement cognitif. Donc, nous allons trouver des stratégies entre professionnels pour éviter l'évitement de ces élèves-là. Alors, du côté, là, c'est plus la vision des professionnels. Ce sont, vous le voyez bien, je vous le disais avant, puisqu'on travaille par anticipation la majorité du temps, cela implique d'avoir des stratégies assez programmées, toujours en fonction du projet personnalisé des jeunes, des évaluations qui ont été réalisées. Il va y avoir une mise en œuvre de ces stratégies programmées qui se passent généralement d'abord en salle d'autorégulation, donc pour ce qu'on appelait juste précédemment les prérequis, les compétences qui peuvent parfois être manquantes pour certains élèves. Et c'est là où on voit l'intérêt donc de tout ce changement de pratique que cela va opérer chez les enseignants et qui est soutenu toujours de façon très importante par les équipes ESMS qui vont venir guider physiquement, gestuellement, verbalement l'enfant pour lui faire gagner en autonomie. Le but de l'équipe ESMS, ça va être vraiment de mettre en place une guidance assez intensive par du modelage, par également de la guidance qui peut être en salle d'autorégulation et en salle de classe ordinaire, mais dans le but ensuite de l'estomper pour que l'enfant soit en autonomie dans sa salle de classe ordinaire. Souvent, on prend le pari en équipe de proposer cette guidance intensive au départ, et puis de se donner le pari dans 2 semaines, 2 mois, parfois plus longtemps, d'avoir l'autonomie du jeune sur telle partie de la journée en salle de classe ordinaire, pour éviter qu'il y ait toujours un adulte qui soit en arrière ou aux côtés de l'enfant. Ce qu'on veut, c'est vraiment ce gain en autonomie. Ce qui veut dire que pour cette appropriation des stratégies d'intervention par l'enseignant de la classe ordinaire, lorsque l'enfant sort de sa classe de référence pour aller en salle d'autorégulation, eh bien, certes, l'enfant va acquérir des compétences, mais comment faire le transfert pour les enseignants? Comment peuvent-ils apprendre, eux, comment faire dans leur salle de classe par la suite? Eh bien, c'est là qu'on va avoir cette façon de fonctionner qui, pour le coup, est assez novatrice. On permet à l'enseignant de la classe ordinaire de sortir de sa classe, de venir en salle d'autorégulation. Pendant ce temps-là, l'enseignant d'autorégulation va aller le remplacer dans la salle de classe ordinaire. Ce qui fait que l'enseignant de la classe ordinaire va se retrouver en salle d'autorégulation à pratiquer, à apprendre de nouvelles stratégies, à pouvoir être supervisé, à bénéficier d'une guidance très rapprochée par l'équipe éducative, ou alors de mener également des ateliers en petits groupes, parce que ce ne sont pas toujours des séances en individuel, ça peut être en petits groupes avec d'autres élèves de la classe qui ont soit les mêmes problématiques que l'élève avec TSA, soit parce qu'ils sont considérés comme experts dans un domaine ou un autre. Et c'est là où on revient sur cette approche qui a un bénéfice également pour d'autres élèves. Donc, on voit bien qu'il y a cette compétence des élèves pour qu'ils puissent être en réussite dans leur classe, mais surtout aussi un transfert de compétences pour les adultes, pour les professionnels, pour ensuite qu'il y ait une possibilité de généraliser cette stratégie en classe ordinaire. Alors, peut-être des points de vigilance à apporter que nous avons repérés au cours de notre expérience et donc dans les différents sites. Tout d'abord, le respect de la conformité au cadre réglementaire. Attention, il y a des conventions qui doivent être signées. Un avenant notamment à la convention constitutive qui émane de l'arrêté d'avril 2009 concernant l'éducation nationale et l'établissement médico-social. Une convention aussi établissement médico-social mairie pour la mise à disposition des locaux, puisque l'équipe médico-sociale est implantée de manière pérenne tout au long de l'année au sein de l'école. Le cahier des charges, Isabelle vous a dit qu'il était en cours d'élaboration, donc il doit être connu de tous les acteurs, cadres, enseignants, équipe médico-sociale, municipalité, parents. Mais il faut être vigilant aussi en présenter les grandes lignes aux autres parents de l'école, notamment au cours d'une réunion en début d'année. C'est fondamental notamment pour la mise en œuvre des groupes d'habileté sociale où souvent des enseignants demandent que des enfants neurotypiques puissent rejoindre ces groupes-là. Le respect des règles de fonctionnement, bien sûr, des institutions par rapport au fonctionnement d'une école.
toute modification, et ça, il faut bien l'expliquer aussi à l'équipe médico-sociale qui, quelquefois, ne comprend pas pourquoi on doit d'abord demander à telle personne ou à telle personne. Il y a des règles qui sont liées à l'éducation nationale qu'il faut absolument respecter, et ça, il faut les expliciter. Du fonctionnement des institutions, nous avons été confrontés aussi à certaines équipes sur le terrain qui souhaitaient formaliser un projet pour le jeune et qui disaient nous l'avons décidé, c'est comme ça qu'on va le présenter aux parents et c'est comme ça que ça va se passer. Non, il y a un parcours qui est désigné de manière institutionnelle. Il faut passer par l'enseignant référent et puis la MDPH. Donc tout cela, il faut des fois le répéter. C'est un point de vigilance important. Un autre point de vigilance concernant cette fois-ci le pilotage du projet au quotidien. Au-delà du pilotage institutionnel primordial qu'est le pilotage ARS, Éducation nationale, rectorat, il doit y avoir un engagement très fort de la part des cadres de proximité et le cadre de l'ESMS concerné. Au quotidien également, ces équipes, il faut bien se le dire, sont pilotées par le cadre de l'ESMS et l'IEN de circonscription. Puisque nous sommes dans une école ordinaire, le N+1 des enseignants de cette école étant l'IEN de circonscription, il est important qu'il soit non seulement associé, mais qu'il pilote son équipe et qu'il porte ce projet haut et fort dans ses valeurs. Bien évidemment, il est appuyé par un lien fort avec l'IEN ASH, qui est en lien, lui, avec la MDPH, avec le SMS également. Dans les pilotes du quotidien, je vous ai parlé donc de l'IEN de circonscription, du cadre SMS, et sans oublier aussi le maire ou le délégué responsable de l'équipe périscolaire. Si l'on veut que cette équipe-là puisse s'impliquer aussi dans l'approche autorégulation, il faut que le cadre qui est responsable de cette équipe périscolaire municipale puisse être impliqué dès le départ et formé également. Au quotidien, il ne faut pas oublier que le porteur de ce projet, chaque jour, est dans la coordination qui doit être mise en œuvre, dans les temps de concertation, dans les régulations qu'il peut y avoir au quotidien, même face aux troubles du comportement que certains vivent. Le directeur de l'école porte ce projet et le porte au sein également des textes et du projet école. Il le porte aussi auprès de la municipalité, auprès des parents de l'école, tout au long de l'implantation de ce projet-là. Ce qui demande également, par les pilotes du quotidien de ce projet, de penser à ces temps de concertation qui sont importants. C'est quelque chose qui ressort souvent des différentes équipes sur les territoires où un dispositif a été implanté. Ces temps de concertation sont quand même assez chronophages, surtout au départ. On s'aperçoit que pour créer du lien, pour faire cet intermétier, pour construire l'intermétier dont nous parlons depuis le départ, eh bien, cela demande du temps au départ pour se caler dans nos interventions, dans nos gestes professionnels. Pourquoi tel éducateur est en classe à ce moment-là? Pourquoi il n'est plus en classe? Est-ce que c'est le moment de développer l'autonomie? Pourquoi créer 3 réunions pluridisciplinaires pour un projet personnalisé? Eh bien, parce que la co-construction, elle ne se décrète pas, elle se crée vraiment au quotidien et elle prend du temps. Vigilance quant à l'implantation, vigilance par rapport au choix des équipes, de l'équipe médico-sociale bien sûr qui doit être porteuse, mais ça, l'ARS est vigilante des recommandations et d'une expertise en autisme et dans l'approche cognitivo-comportementale. Attention quand même au turnover dans certaines équipes et de ce fait d'avoir des professionnels qui quelquefois ne sont pas formés. Cela peut mettre en difficulté la synergie entre tous les acteurs. Choix de l'équipe enseignante aussi, attention aux équipes résistantes au changement de pratique. Il faut en effet que travailler avec le médico-social au quotidien, ça va impliquer nécessairement une capacité à se remettre en question et à aborder des changements de représentation de pratique. C'est une notion qui doit être abordée très très clairement dès le départ avec certains enseignants. On a vu sur certains sites des enseignants qui disaient « oui mais bon, nous on n'a pas d'élèves TSA, donc peut-être que non. Non, on est dans l'implication de tous et on va être obligé de bouger tous. » À l'engagement aussi, donc, énoncé auprès des professionnels. Pour les professionnels du médico-social, ça ne sera pas la même façon de travailler que dans un IME ou dans un CESAD ponctuel. Ils seront au quotidien dans une école et travailler au quotidien avec des enseignants, c'est trouver ses marques. Donc, c'est une approche éducative relayée et partagée avec le milieu scolaire qu'il va falloir s'approprier. Pour les enseignants, ils sont déjà un peu habitués, on commence de plus en plus à rentrer dans les classes, mais c'est vrai que c'est accepter des regards pluriels,
sur le travail conduit, une supervision, ce qui n'est pas simple, parce que jusqu'à présent, on avait la supervision dans des dispositifs un peu plus fermés. Là, on l'ouvre à toute une école. Et puis attention à la taille de l'école. Attention aux écoles trop petites, avec beaucoup de double niveau, et donc des surcharges de plusieurs élèves TSA avec les autres élèves à besoins éducatifs particuliers. Dans les points de vigilance auxquels il faut peut-être penser, c'est celui de la supervision, de bien expliciter dès le départ son rôle et ses missions. Alors, en plus d'apporter, comme elle l'est déjà, elle peut l'être, cette supervision dans d'autres dispositifs existants, en plus d'apporter un regard clinique, des axes et des recommandations concernant les élèves avec TSA, là, cette supervision, Maryse vient de le dire, peut intervenir dans tous les lieux de vie de l'école. Si elle est explicitée dès le départ, elle est généralement très bien vécue et elle est vécue comme une aide. Il faut cependant quand même se dire qu'il y a un point qui est peut-être peu développé encore sur d'autres types de dispositifs, c'est cette mise en synergie et cette mise en lien, créer du lien, donner du sens à l'approche que l'on utilise. Pour qu'il y ait une coopération, on le disait, il faut du temps, mais il faut aussi des personnes. En plus des cadres SMS qui vont venir piloter au quotidien, la supervision ne se supplée absolument pas aux cadres qui managent leurs équipes. Par contre, elle permet de donner du sens, donner du lien et de créer cette culture commune dont on vous parle depuis le départ. Concernant la formation, les points de vigilance, c'est surtout au niveau de l'anticipation pour cette formation, ce qui n'est pas une mince affaire, puisque si nous voulons que tous les enseignants et toute l'équipe pluridisciplinaire puissent accéder à cette formation, il faut anticiper. Généralement, sur tous les dispositifs qui ont vu le jour jusqu'à présent, tous les enseignants de l'école étaient remplacés pendant 4 jours, puisque la formation initiale est de 4 jours en début d'année lorsque l'on monte un dispositif. Il faut donc remplacer les enseignants. Il faut que l'équipe pluridisciplinaire soit au complet présente à cette formation-là pour avoir au moins ce langage commun. Par la suite, la supervision qui est de quelques jours par période scolaire, donc on voit que c'est quand même assez régulier dans la venue de la supervision qui se réajuste. Ça permet ensuite de mettre en pratique ce qui va être vu de façon théorique en formation. Point de vigilance également concernant la formation. Des formations conjointes plus ciblées peuvent être organisées soit par l'inspecteur de circonscription au sein de l'école, des stages écoles, ou elles peuvent s'inscrire au plan de formation par l'association qui porte le plateau médico-social, par exemple, l'association SMS. Il y a différentes modalités auxquelles on peut penser, mais ce que nous retenons surtout des différents dispositifs déjà implantés, c'est que des modules complémentaires sont à prévoir. Par exemple, nous sommes aperçus que sur les fonctions exécutives, les enseignants et les équipes SMS, pour aller plus loin et pour pouvoir mettre en pratique, faire bouger leurs gestes professionnels, ils ont besoin d'avoir des modules complémentaires en plus de la formation initiale qui est dispensée au tout départ et qui déjà leur demande d'intégrer pas mal de notions nouvelles. La sensibilisation des partenaires, on a parlé déjà du cahier des charges, il doit être présenté, on l'a dit, à tous les acteurs de terrain, mais il doit être aussi présenté dans ses grandes lignes aux partenaires, la MDPH, des associations de familles, et pourquoi pas envisager de pouvoir le présenter au comité départemental de l'école inclusive. Alors, dans l'élaboration du projet personnalisé, j'en ai déjà un petit peu parlé, donc je serai très brève. Il faut simplement penser, dans les points de vigilance, à bien conserver des temps de concertation et une valorisation également de ces temps-là qui vont être dédiés à l'évaluation, à l'élaboration vraiment conjointe et construite de ces projets personnalisés. Nous avons un jeune, par exemple TSA, il doit y avoir un projet commun par tous les acteurs qui travaillent autour de cet enfant. On ne peut pas avoir une succession, une juxtaposition d'objectifs comme si plusieurs personnes professionnels libéraux intervenaient auprès de cet enfant. Donc ce travail réellement commun et de coopération prend quand même du temps à prévoir. Je passe maintenant très rapidement à la démarche d'implantation. Alors, c'est surtout le suivi d'un rétro-planning qui est co-construit, là aussi, entre l'ARS et l'Éducation nationale qui souhaite porter
un dispositif d'autorégulation. Du côté ARS, bien évidemment, dans les grandes lignes, c'est surtout en premier lieu l'identification d'un ESMS pour porter le plateau médico-social qui sera à temps plein sur l'école désignée. Et du côté de l'éducation nationale, la désignation d'une école par l'inspecteur d'académie correspondant aux critères et en prenant en compte des points de vigilance que nous venons de vous évoquer. Et puis par la suite, de pouvoir nommer un enseignant d'autorégulation qui est un enseignant donc non spécialisé. Alors non spécialisé, peut-être répondre à cette question, nous avons pensé également, il y a sur certains sites, il y a un site sur lequel il y a un enseignant d'autorégulation qui est spécialisé, donc ça n'est pas une barrière à pouvoir exercer en tant qu'enseignant d'autorégulation. Simplement, nous avons fait le choix d'avoir un enseignant non spécialisé pour ne pas passer par cette phase qui est parfois un peu automatique et assez naturelle, cette phase d'externalisation du handicap et cette tendance que l'on peut avoir lorsque nous ne sommes pas spécialisés nous-mêmes, de penser que c'est le travail de l'enseignant spécialisé de trouver des solutions pour un enfant qui est inclus dans notre classe. Donc là, nous souhaitions vraiment qu'il y ait cette coopération, cet intermédiaire qu'il n'y ait pas que la responsabilité de l'élève avec TSA ne soit pas uniquement porté par un enseignant spécialisé qui aurait à trouver toutes les stratégies pédagogiques et éducatives pour ces enfants qui sont inclus dans les écoles. Alors, l'ARS Nouvelle-Aquitaine a souhaité que cette démarche soit évaluée. Donc, il y a une étude scientifique longitudinale de 3 ans qui est en cours. Elle est portée par Nexem. Et le chercheur, c'est Leslie Amiot, qui dépend de l'Université de Rouen, centre de recherche sur le fonctionnement et le dysfonctionnement psychologique. Les premiers éléments présentés par Leslie Amiot en comité de pilotage l'an dernier faisaient état d'une double progression. Pour les professionnels, augmentation du sentiment d'efficacité, gestion de classe, stratégie d'enseignement et gestion des habiletés sociales. Pour les enfants, augmentation des comportements adaptés chez les enfants TSA et neurotypiques, montée en compétences cognitives et scolaires chez les enfants TSA et neurotypiques, augmentation de la motivation, donc de l'autodétermination, augmentation du degré d'autonomie. Ces données doivent être confirmées lors de l'étude quand ça sera terminé. En tout cas, des bilans intermédiaires qui ont été faits sur les différents sites Nouvelle-Aquitaine et en dehors corroborent ces éléments. 100% des élèves TSA voient diminuer leurs troubles du comportement et sont en cours d'acquisition de savoir-être élève. Et plus de 75% d'élèves TSA ont plus de 80% de temps de scolarisation dans une classe ordinaire, dont 38% qui ont plus de 90%. Donc, ce n'est pas des inclusions ponctuelles, c'est vraiment de la scolarisation, et on peut dire de la scolarisation presque à temps complet. Simplement, ceux qui sont entrants dans les dispositifs ont autour de 50%. Voilà. Sur les sorties de collège en autorégulation, majoritairement, on va dire, sur les 6 sorties que nous avons eues, c'était majoritairement vers un collège ordinaire avec un accompagnement CESAD. Peut-être une vigilance par rapport à cela. Les meilleurs parcours de scolarisation sont ceux qui sont quand même, où il y a eu un très bon tuilage entre les équipes, notamment du dispositif d'autorégulation vers le collège. Et puis, sur l'évolution des équipes, on a surtout des retours par rapport aux équipes enseignantes via les inspecteurs de circonscription qui, lors d'entretiens de carrière ou de réunions de bilan organisées sur site, nous font retour de vraiment des compétences, une montée en compétences de leurs enseignants avec une réflexion qui vraiment, moi j'ai assisté à plusieurs bilans, fait plaisir à voir, c'est-à-dire des enseignants qui se posent des questions, pas en termes d'éviction, de se dire mais comment on va faire avec celui-là, mais comment on peut l'aider encore plus et vraiment, c'est vraiment important de pouvoir voir cette évolution-là. Alors, les concepts, peut-être pour terminer, on a été très bavarde, mais on va essayer de terminer par cette diapositive. Les concepts que nous voulions mettre en avant, qui sont mis en jeu et que nous souhaitions cibler, c'est vraiment l'apprentissage basé sur la réussite, permettre à tous les élèves de pouvoir travailler efficacement le savoir-être dans un milieu d'apprentissage sécurisant, accueillant, assurant l'équité et le sentiment d'appartenance pour tous.
C'est bien sûr un thème qui nous est cher à toutes les deux, mais à bon nombre de personnes qui sont rassemblées aujourd'hui, c'est la non-stigmatisation des différences, travailler le vivre ensemble pour construire une société réellement inclusive. Le respect de la diversité, l'équité et l'inclusion sont prioritaires. Et en dernier, je ciblerai le terme d'accompagnement. Ce terme me plaît beaucoup parce que c'est un terme qui désigne bien qu'on est là pour avancer pas à pas, avec cette inscription au cœur du projet d'école, du principe de la scolarisation pour tous, de la revalorisation des parents, mais aussi la construction des savoirs et la montée en compétences, non seulement des enfants, des élèves, mais aussi des adultes, et ce, par une coopération quotidienne et pérenne. Et donc, les quelques résultats, ou en tout cas en quelques mots, les résultats qui découlent de ces concepts clés qu'on vous a exposés, c'est bien sûr une réelle accessibilité au savoir et à la vie sociale dans l'école pour l'enfant avec TSA ou neurotypique. Tous les enfants qui sont inclus sur ces dispositifs d'autorégulation le sont à temps complet. Le plaisir d'être à l'école, alors à la fois pour les enfants et pour les professionnels, puisqu'on l'a dit depuis le départ de cette présentation, il est parfois difficile de pratiquer ces métiers-là avec la diversité de profils qui existe aujourd'hui dans nos écoles. L'envie d'apprendre, une adaptation progressive des pratiques des enseignants de par l'application concrète au quotidien des approches théoriques que l'on a pu exposer en formation, mais aussi par un accompagnement dont vient de parler Maryse qui permet l'évolution de ces pratiques. Et surtout, quand on parle d'évolution, c'est l'évolution profonde de l'approche éducative qui est relayée et partagée avec le milieu scolaire et aussi avec les parents et les familles. Cette valorisation des expertises de chacun, elle est importante. Des réponses adaptées, in situ et continues, une école en mouvement certes, mais en tout cas qui va dans le même sens, aux besoins de chaque enfant, elle s'adapte. Et grâce à la coopération, donc je crois que c'est le mot qu'on aura dit le plus aujourd'hui, grâce à la coopération des acteurs sur le territoire et sur les écoles concernées. Voilà, nous vous avons présenté, nous avons essayé de respecter le timing. Peut-être maintenant, nous pouvons laisser place aux échanges et redonner la parole à M. Puig et Mme Brion. D'accord. Merci beaucoup, Maryse et Anne-Sophie. D'abord pour l'exposé et ensuite pour avoir respecté très scrupuleusement le temps qui était prévu. Et donc maintenant, on va vous demander, vous pouvez prendre la parole. Alors vous pouvez le faire en levant la petite main bleue. Donc il y a déjà quelqu'un. Voilà. Et puis, vous pouvez également poser des questions par écrit en faisant des messages qu'on va rassembler et qu'on va ensuite retourner vers nos intervenants. Donc, la personne qui a donné la parole, là, Madame Chartier. Madame Chartier. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, est-ce que vous pouvez vous présenter en parlant? Oui, je suis IEN SDEI pour le département du Tarn. Donc, moi, j'avais une question pour les deux intervenantes, puisque nous avons eu la grande chance d'ouvrir une unité élémentaire autisme qui est le 6e dispositif en France en janvier 2019. Et j'ai l'impression que ce que vous nous dites là ressemble furieusement en termes de coopération, de médico-social, de force en présence et de liens triangulés entre les familles, la collectivité territoriale, l'école, plus le médico-social d'ailleurs, donc ce n'est pas un triangle. Ça ressemble furieusement à l'UEA. Est-ce que vous pourriez me dire quelles sont les différences finalement, puisqu'on a aussi de l'inclusion, on a aussi… est-ce que c'est une histoire de gravité du trouble? Parce que quand même, dans le cahier des charges des unités élémentaires autisme, il y a des troubles qui empêchent la scolarisation en milieu ordinaire. Voilà. Donc, je voudrais une réponse pour me situer par rapport à ces dispositifs que vous venez d'évoquer. Maryse ou Anne-Sophie? Alors, la question est très intéressante. Ayant participé donc au groupe de rédaction du cahier des charges des UEA, on a pu s'apercevoir donc de certains points communs et fort heureusement de certains points communs, notamment dans les valeurs qui sont déployées et même certains points communs de mise en œuvre entre les UEA et les dispositifs d'autorégulation. Donc, je comprends tout à fait votre question. Alors, peut-être une des
un des points de différence, en tout cas, je ne le situerai pas forcément sur les profils parce que je crois savoir, mais peut-être peut-être vous compléterez ma réponse, mais je crois savoir qu'il y a une diversité de profils sur les UEA. En tout cas, sur les dispositifs d'autorégulation, c'est certain, on a une forte diversité de profils. Maryse le disait tout à l'heure, on a des enfants qui sont verbaux et même très verbaux et qui ont par contre des troubles du comportement très importants. Il y a des enfants par contre qui sont non verbaux et pour qui on développe un moyen de communication alternatif. Il y a des enfants qui arrivent et qui ne sont pas propres, donc pour qui la priorité va être de développer cette propreté et des compétences prérequises importantes pour être à l'école. Voilà, donc cette diversité de profils, elle existe. Peut-être une des différences auxquelles je pense là, c'est la supervision est réalisée auprès de tous les enseignants et de tous les partenaires de la communauté éducative. La formation de départ, et peut-être c'est le cas pour certaines UEA, mais en tout cas c'est une condition de sine qua non pour le développement d'un dispositif d'autorégulation, les différents professionnels sont présents à la formation initiale. Et c'est là, peut-être que certaines UEA ont pratiqué comme ça d'ailleurs, et je serais ravie de l'entendre, mais en tout cas, c'est qu'on ne peut pas dire que on ne peut pas faire une unité au départ avec des enfants qui seront inclus dans cette unité, cette classe au sein de l'école, et petit à petit penser à l'inclusion de ces enfants dans leur salle de classe ordinaire. On va plutôt penser en termes de cet enfant est dans sa classe ordinaire, que peut-on faire pour travailler les prérequis nécessaires à ce qu'il puisse rester dans la classe ordinaire. Donc, je ne sais pas si c'est très clair, mais c'est une différence. Oui, mais j'ai bien compris la différence. Tout à fait. La démarche, elle est inverse, même si le partenariat et l'intention sont communs. Oui. Oui, merci. Oui, je crois que c'est les deux points qu'il faut retenir entre la différence entre une UEA et un dispositif d'autorégulation. C'est une démarche inversée et surtout cette supervision qui concerne tous les partenaires. Ils sont tous dans la classe et ils sortent, alors que dans l'autre, ils sont dans la classe et... Oui. Alors, quand on dit inversé, c'est plutôt en termes de quantité de temps passé dans les classes, mais c'est la même logique et vous avez raison de souligner la parenté entre les deux dispositifs. Il y a quelque chose d'un petit peu plus radical et d'un petit peu plus collectif dans le dispositif d'autorégulation. Alors on a une question qui porte sur la possibilité de développer des dispositifs de ce type d'autorégulation en école maternelle. Qu'est-ce que vous en pensez, Anne-Sophie et Maryse? Alors, la question nous a déjà été posée de savoir pourquoi nous n'avions pas visé l'école maternelle, puisqu'on sait bien, et là toutes les recommandations et les recherches nous le prouvent, plus on démarre tôt dans ce genre d'approche et plus on a des résultats qui sont concluants pour la suite du parcours de l'élève. Mais étant donné que souvent les enfants en maternelle ont besoin quand même d'un accompagnement assez intensif, on avait déjà une réponse et comme on se voulait être dans la complémentarité, la continuité de parcours et non se suppléer aux UEMA déjà existantes, nous avions visé les écoles élémentaires. C'est tout à fait imaginable et même on a pu voir là en ce moment certaines UEMA qui se questionnent pour passer à des UEMA mais version un peu autorégulation, c'est-à-dire impliquer beaucoup plus la communauté éducative dès le départ. Par contre, pour les tout petits, on sait aussi qu'il y a la problématique du diagnostic en France qui ne nous permet pas toujours de pouvoir aller plus loin tant qu'on n'a pas ces informations-là. Mais c'est tout à fait imaginable, en tout cas, de pouvoir le faire, oui, dès le plus jeune âge. D'ailleurs, je crois qu'il y a des recherches nord-américaines qui portent sur l'école Jardin, donc qui correspond à l'école maternelle chez nous. Oui, il y a de nombreuses recherches, notamment au Canada, sur ce domaine-là. Et c'est vrai que peut-être le point le plus sensible, c'est le caractère intensif des prises en charge qui, via les UEMA quand même, et c'est quand même une personne pour un enfant, le dispositif d'autorégulation, ce n'est pas ça. Donc, le transposer directement à l'école maternelle sans les accompagnements aussi précis, je pense qu'il faut tenir compte aussi du développement des petits.
Il y a une différence aussi. Moi, je crois que les principes de l'autorégulation sont transposables à l'école maternelle comme au collège, dans cette logique d'engagement collectif de l'équipe, de ciblage sur un certain nombre de compétences des enfants, etc. Il y a une particularité pour les UEMA, c'est que pour la plupart des enfants, c'est leur première entrée à l'école. Donc, ça fait une découverte importante déjà de ce que représente l'école pour eux. Et ce n'est que dans un deuxième temps qu'on peut peut-être s'inscrire dans ces logiques-là. On avait une autre question qui... Alors, quelqu'un demandait si on pouvait avoir le PowerPoint. Je pense que si Anne-Sophie et Maryse nous permettent, on le fera. Mais je vous rappelle aussi que le webinaire est enregistré avec le PowerPoint et que on diffusera, en tout cas, un montage à partir du webinaire. Moi, je ne peux pas lire d'ici les questions. Oui, c'est assez difficile. Hein. On voit les questions, mais là, on est loin. Je vois une question, je la devine autour de la notification MDPH. Et en fait, c'est vrai que effectivement, ça a été évoqué dans la présentation de Maryse et Anne-Sophie. C'était la notification d'orientation de la CDAPH vers un établissement médico-social. Et je me faisais la réflexion qu'en fait, l'année dernière, un peu sous la pression des budgets, finalement, on a franchi un pas et on a fait un choix différent pour les unités d'enseignement élémentaire autisme, puisque l'affectation, elle est bien dans une école, directement dans une école, avec l'appui du médico-social. Donc, est-ce que ça vous semble absolument incontournable? Enfin, c'est une question que je renvoie là aux deux expertes, cette orientation première vers un établissement médico-social. C'est que, en fin de compte, l'enfant, il est orienté vers le service médico-social parce qu'il occupe une place dans le service médico-social, mais il est inscrit à l'école et il est affecté dans une école avec le soutien, comme un CESA, d'un service médico-social. Ça veut dire, quand tu dis qu'il est inscrit à l'école, ça veut dire qu'il est... Alors, ça veut dire, parce que je vois quelque chose écrit en termes de... Ça veut dire qu'il est pris il est pris en compte dans les bases élèves? Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. C'est un élève comme un autre. Il compte dans la carte scolaire. Il est inscrit à la municipalité, admis par le directeur d'école au même titre que tout élève. Oui, donc d'accord. Donc c'est assez proche finalement de ce qu'on a sur les unités. Oui, là on reste dans la structure des unités d'enseignement. Notre collègue, je la vois là, notre collègue de Poitiers effectivement dit que selon lui l'intérêt d'avoir alors attendez, une autre différence avec l'autorégulation, c'est que le poste éducation nationale dédié est un enseignant en surnombre non spécialisé, ce qui permet de bien marquer le fonctionnement inclusif. Enfin, ça renforce ce que ça rejoint une question de Frédéric Detchard de Toulouse qui, lui, disait qu'il n'était pas convaincu par l'idée qu'il valait mieux confier ce poste à un enseignant non spécialisé. Alors, on peut peut-être apporter quelques précisions. Spécialisé, Frédéric Detchard. Spécialisé pour l'autorégule. Pour l'autorégule et pour faire je parle pour toi Frédéric, pour faire le lien avec, enfin pour être... Peut-être qu'on peut lui donner la parole. Frédéric Detchard, vous voulez intervenir? Oui, bonjour. En fait, pour les expériences que nous avons dans la collaboration médico-sociale au sein d'une même école avec des enseignants, c'est que bien souvent, la méconnaissance du médico-social et du milieu spécialisé par les enseignants amène trop souvent notre point de vue. Vous m'entendez pas? Vous m'entendez pas? On cherchait si on te voyait. Ah, vous voulez me voir en plus? D'accord, voilà. Je vous mets la caméra comme ça. Non, vous voulez être sûr que ce soit toi. D'accord, d'accord. Non, ce que je veux dire, c'est que moi, je trouve très compliqué de mettre des enseignants qui ne connaissent pas du tout le médico-social et le secteur spécialisé face à des acteurs qui, eux, sont des spécialistes de ce domaine-là. Je ne comprends pas le déséquilibre qui va se produire. Alors, je peux comprendre qu'effectivement, pour le travail avec les pairs, ça puisse être intéressant, mais là où j'ai vu du médico-social dans les écoles, souvent, j'ai vu la mainmise du médico-social sur l'équipe pédagogique. Alors, ça me voilà, c'est un peu la limite que j'y vois. Après, c'est tout.
Deux éléments, et puis on laissera Maryse répondre. Je crois que d'une part, c'est pas exclu de retenir la candidature d'un enseignant spécialisé, et c'est pas parce qu'il n'est pas spécialisé qu'il est tiré au sort. C'est un enseignant qui est candidat, qui a une motivation, qui peut avoir une formation personnelle, enfin un intérêt en tout cas manifeste pour ce travail-là. Hein. Maryse, vous voulez apporter quelques compléments? Tout d'abord, l'enseignant qui est désigné comme enseignant dédié à l'autorégulation, il est recruté à partir d'un entretien avec l'IEN de circonscription à partir d'une fiche de poste. Donc, ce n'est pas une nomination au hasard. On demande à ce qu'en effet, il fasse preuve de motivation et d'implication. Par rapport aux connaissances, si nous avons fait le choix de travailler avec un enseignant non spécialisé, ce n'est pas parce que je renie ma formation initiale, mais parce que je pense que quand on veut s'adresser à des pairs, bien, il faut quand même aussi être dans une construction des savoirs et notamment la construction des savoirs, elle se fait là de manière globale. C'est-à-dire que l'équipe médico-sociale, on peut penser que l'équipe médico-sociale, elle est mieux formée à l'autisme que les enseignants. Et encore, sur le terrain, des fois, on voit des choses qui peuvent être contraires. Mais en tout cas, par rapport à l'autorégulation, qui est le vecteur commun dans ce dispositif, eh bien, tout le monde est là dans le même processus d'apprentissage. Il n'y a pas de domination du médico-social sur l'équipe enseignante. À partir du moment où il y a un équilibre, cet équilibre est aussi porté par le superviseur. Et je crois que ça, c'est très important parce que je crois que face à la problématique des jeunes avec TSA, ben, les gens se retrouvent autour de ces problématiques et nous n'avons pas vu de domination du plateau médico-social sur les équipes enseignantes. Nous avons vu des équipes enseignantes au départ qui disaient « Oh là là, ça va être difficile, on ne va peut-être pas y arriver ». On ne dit pas que c'est rose tous les jours. Hein. La coopération, elle peut déboucher quelquefois sur des avis contraires et des fois des échanges un peu secs. Mais bon, globalement, sur tous les dispositifs que nous avons mis. Maryse, moi, j'entends bien, mais allons plus loin dans ces cas-là. Arrêtons de travailler uniquement avec le médico-social et faisons un travail avec le milieu associatif et on sera véritablement dans une dynamique inclusive. Parce que tant qu'on restera avec du médico-social, ça voudra dire que quelque part, on met les enfants dans des situations à part. C'est-à-dire, si on va dans un concept beaucoup plus large. Mais je suis d'accord avec. Alors là, c'est sur du long terme. Pourquoi pas, oui, bien sûr. Mais là, on n'en est pas encore là, Frédéric. De Mme Dacosta Ferreira, une question ARS qui concerne la disponibilité des enseignants pour ce travail de concertation, de synthèse, etc. Comment ça se passe? Parce qu'effectivement, on imagine que cette coopération, elle exige de la part des enseignants des rencontres, des échanges, en plus des formations qui sont proposées en début ou au cours de l'année. Tout à fait. Alors, il est clair que les enseignants qui s'engagent dans ce projet attendent de leur inspecteur une certaine forme de dédouanement ou de reconnaissance par rapport au travail, de réunion, des fois complémentaires qu'ils exécutent. On a certains inspecteurs qui ont donné, par exemple, la journée de solidarité, ont attribué aux enseignants des indemnités pérééducatives, d'autres ont permis d'avoir des animations pédagogiques qui soient faites sur les 108 heures qui soient amputées. Enfin, on n'a pas réussi à avoir une harmonisation sur ces modalités de compensation par rapport aux enseignants. Je crois que chaque inspecteur, en fonction de ce qu'il pilote dans sa circonscription, a voulu garder la main et on a laissé cette liberté-là. On l'a évoqué lors du dernier comité de pilotage, là, nous avons eu en janvier. C'est un point que demandent certains enseignants, mais bon, apparemment, c'est un peu délicat de vouloir harmoniser tout sur les dispositifs. Donc, on laisse ça aux inspecteurs de circonscription. Et généralement, ces inspecteurs-là, ils sont conscients que les équipes donnent et donnent beaucoup. Alors, après, il y a des conseils de maître, comme l'a dit Anne-Sophie, qui sont placés, qui permettent des conseils de maître qui permettent de faire un bilan par rapport aux enfants, mais aussi de faire des réunions de régulation par rapport au dispositif. Et
bon, généralement, c'est inclus dans les 108 heures. Question sur les AESH, la place des AESH dans ce dispositif. Vous y répondrez, mais avant, on va donner la parole à Monsieur Lévesque de Poitiers. Qui a levé la main, c'est ça? Merci, oui. Bonjour à tous. Alors, Monsieur Lévesque, pas Monseigneur Lévesque de Poitiers, bien dit, l'église, bien évidemment. Alors, trois points rapides pour répondre à mon très cher collègue et ami Frédéric notamment. On a quand même 3 ans de fonctionnement sur Angoulême. Le fait de ne pas avoir un enseignant spécialisé, c'est quand même quelque chose qui a réellement permis à l'ensemble de l'équipe des enseignants de se saisir du dispositif et d'éviter une forme de risque d'externalisation que l'on observe dès qu'on a un spécialiste dans une école. Ça, c'est la parfois dans les unités d'enseignement. Hein. Voilà. Donc, j'entends les arguments, mais à la pratique, on a constaté que c'était quand même plutôt positif. Le second point, c'est sur la question des AESH. Alors ça, c'est quelque chose aussi auquel je suis très sensible. Des AESH, dans ce dispositif, il n'y en a pas. Les enfants sont inclus. L'équilibre entre les temps de régulation de la part de l'équipe médico-sociale, l'inclusion dans la classe et le temps avec l'enseignant en surnombre répondent aux besoins du jeune sans passer par l'AESH. Donc ça, c'est quelque chose qui aussi mérite d'être souligné et qui est un petit peu unique dans notre belle école inclusive. Voilà pour ce que je voulais dire très rapidement. Sur les AESH, Anne-Sophie et Maryse, vous voulez ajouter quelques éléments? Nous avons réfléchi à l'élaboration de cette démarche et de ce dispositif. Nous avions comme appui l'expérience qui avait été menée au Canada par Stephen Ball et qui nous avait dit qu'eux étaient passés par cette étape et qu'ils avaient mis fin à cet accompagnement parce que créant trop de dépendance pour des futurs citoyens et des futurs adultes. Donc, pour ma part, moi, je n'étais pas figée contre les AESH, puisque des AESH, nous en avons dans les écoles, hein, et qu'elles rentrent dans la dynamique de l'autorégulation. Mais je trouvais intéressant de prendre ce point de vue en compte, c'est-à-dire de se dire, on va essayer de voir comment des enseignants peuvent travailler avec ces élèves-là. Et on voit des enseignants qui ont 2, 3 élèves TSA par classe, qui n'ont pas d'AESH et qui disent surtout, quand il y en a des nouveaux enfants qui arrivent et qui ont une attribution des fois d'AESH qui les suit, on ne veut pas qu'elle intervienne et on la laisse au fond de la classe. Donc dans ce cas-là, c'est l'AESH qui n'a plus de mission réelle. Donc je crois que c'est vraiment l'autonomie du jeune qu'on a essayé de cibler, c'est important. Et puis le fait que l'enseignant se sente autocompétent, l'auto-efficacité des enseignants pour accompagner ces jeunes. Et puis avec le soutien du médico-social, bien sûr, cette coopération qui est là et qui est la supervision. Donc c'est un tout, je pense. Après, pour la question des AESH, si l'approche est bien saisie telle qu'on vient de la décrire et bien comprise par tous et réellement intégrée, je pensais notamment à la fiche à profil la fiche de mission de l'enseignant non spécialisé d'autorégulation. Il est possible d'imaginer, et je crois que c'est le cas pour un dispositif, où il y ait un ou une AESH, mais qui soit dès le départ intégré et formé au même titre que, par exemple, l'équipe éducative. C'est-à-dire que cette AESH vient presque compléter le panel de l'équipe éducative venant en soutien pour le gain en autonomie du jeune. Ce qui est délicat à faire puisqu'un AESH par principe est là pour épauler le jeune de septembre à fin juin. Or là, lorsqu'on construit le projet personnalisé des jeunes qui font partie de ces dispositifs, on va avoir une autonomie progressive et donc une guidance et donc la présence des adultes auprès du jeune qui va être pour le coup dégressive. Donc il faut le penser dès le départ et il faut que l'AESH presque bouge lui aussi ou elle aussi dans son rôle et sa mission s'il y en a sur ces dispositifs. Oui, Isabelle. C'est juste un complément. Hein. Effectivement, ça ressemble finalement. Je vais parler clair. Hein, lorsque nous avons réfléchi aux dotations qui seront accordées dans le cadre de ces nouveaux dispositifs, c'est vrai qu'on est parti sur une dotation sous forme
d'un moyen d'enseignant, mais effectivement, on n'a pas prévu d'y associer un moyen, par exemple, d'AESH collectif, comme c'est le cas en ULIS, enfin, comme c'est recommandé en ULIS. Donc, voilà. Cela dit, c'est vrai qu'on a échangé hein, selon la taille du dispositif, selon le profil des enfants, c'est vrai qu'il peut arriver effectivement que finalement un ESH mutualisé, enfin collectif, finalement soit un plus pour le dispositif, mais je rejoins Anne-Sophie sur la nécessité dans ce cas-là qu'il soit vraiment associé à la dynamique du dispositif, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas la personne qui se surajoute et qui est là pour accompagner tel enfant et exclusivement cet enfant-là, parce que sinon on casse complètement la dynamique du dispositif d'autorégulation. Juste un petit point, je vois qu'on a eu pas mal hein, de demandes de fiches de poste, enfin d'exemples de fiches de poste des enseignants. Alors dans le cahier des charges, que vous n'avez pas encore vu, mais que vous verrez bientôt, il y a effectivement une déclinaison hein, des missions de l'enseignant. Je me retourne quand même vers les collègues qui ont expérimenté le dispositif. Est-ce que vous auriez, le cas échéant, des fiches de poste ou des fiches d'appel à candidature à mutualiser? Voilà, donc... Maryse, Jean-François. Avant peut-être que vous répondiez, je voudrais juste ajouter un petit point sur l'AESH. Ce qui est un peu incompatible avec la logique de l'autorégulation, c'est l'accompagnement individuel de l'AESH qui crée une sorte d'excès de compensation dans un système qui est plus tourné, vous l'avez vu, vers l'accessibilité. En revanche, ce qui est intéressant, c'est à la sortie de la classe d'autorégulation, d'avoir, lorsque l'enfant a une notification pour un accompagnement individuel au collège, et ça peut arriver, hein, de veiller à ce que cet accompagnant soit informé de ce qui a été fait auparavant et puisse, sous une certaine forme, continuer dans son accompagnement à assurer cette espèce de logique d'autorégulation, etc. Ça, je crois que c'est quelque chose d'utile parce que, effectivement, au moment de l'arrivée au collège, ça peut se poser et beaucoup ont un AESH individuel en sortant d'une UE ou d'une classe d'autorégulation. Donc, je ferme cette parenthèse. Et... Donc, la fiche oui, j'étais en train. Donc, je posais la question du partage éventuellement de fiches de poste ou de fiches d'appel à candidature, si vous en avez. Je dis, hein, le cahier des charges, bon, il est en relecture à la DGESCO. Je pense qu'il n'y aura pas de modification d'importance. Il est sous une version, on disait, prototype, hein, puisqu'il y aura un groupe de travail à la rentrée pour en faire une version définitive. Voilà, donc, est-ce que, je ne sais pas, pour ceux qui ont mis en place des dispositifs, vous auriez, le cas échéant, des fiches à partager? Jean-François Lévesque, Jean-François? Mais on pourra vous en fournir une. Oui, on a tout ce qu'il faut. D'accord. Avec également les outils qui peuvent, je pense par association aux autres outils qui peuvent servir au montage, avec notamment le rétroplanning, les différentes fiches de mission, des exemples de projets personnalisés, le suivi qui peut être fait au niveau de la supervision, les fiches également de mesure de qualité d'accompagnement. Donc voilà, il y a plusieurs fiches comme ça qui ont été créées. D'autres questions? Est-ce que, Robert Benezech, est-ce qu'il serait possible de... Oui, vous m'entendez? Oui, ça y est. Ça va bien commencer. Bonjour à tous. C'est un peu, à la fin de la réunion, c'est très pertinent de dire bonjour à tout le monde. Moi, je posais une question très pragmatique de maillage de territoire. Est-ce que nous sommes dans une situation de privilégier des dispositifs par rapport à d'autres, ou est-ce que c'est la configuration locale qui doit orienter plus vers une UEA ou un dispositif d'autorégulation ou autre chose? C'est un peu le questionnement que je me pose actuellement dans un souci d'efficience par rapport au maillage de territoire. Un élément de réponse, hein, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, les dispositifs d'autorégulation n'ont pas vocation à se substituer aux unités d'enseignement élémentaire plus classiques. Hein. Pour qu'un dispositif d'autorégulation se développe, il est nécessaire d'avoir un partenaire médico-social qui a cette expérience et cette compétence. Donc c'est ça qui, à mon avis, doit être un peu déterminant.
c'est à apprécier en fonction des réalités du terrain. Mais aujourd'hui, la distinction apparaît parce que on a ajouté dans les dispositifs de la stratégie nationale les dispositifs d'autorégulation. Il est vraisemblable qu'un jour, on ne se posera plus ces questions pour créer ces dispositifs de scolarisation à l'école élémentaire. Alors, quelqu'un a posé une question, j'en profite pour en dire un mot, sur la duplication en quelque sorte au collège de ces dispositifs. Il y a quelques exemples, pas très nombreux. Hein. Il y en a un en Nouvelle-Aquitaine, un dans le Grand Est. Je crois qu'il y en a un en projet également en Auvergne-Rhône-Alpes, je ne sais plus. Évidemment, on comprend que ça ne peut pas se transposer tel quel. Hein. L'organisation d'un collège, avec notamment la structuration disciplinaire des enseignements, fait qu'on ne peut pas avoir la même souplesse dans l'organisation que dans une école. Néanmoins, ça se passe plutôt bien, de façon convaincante, avec une implication réelle des enseignants. Moi, je n'ai eu l'occasion de le voir que dans le collège de Strasbourg, à côté de Strasbourg, qui a commencé à la rentrée dernière. Et le témoignage des enseignants est très positif, hein, sur la façon dont ça les aide à mieux enseigner avec tous les élèves. C'est comme ça. Moi, c'est en tout cas ce que j'ai retenu de la rencontre avec eux. Hein. Donc, c'est possible, mais techniquement, ce n'est pas exactement la même organisation du fait des particularités du collège. Madame Yousfi avait souhaité intervenir. Je vous donne la parole. Bonjour. Marie Yousfi, ARS Normandie. On s'était notamment rencontrés lors de notre venue, mesdames, à Limoges. Vous nous avez montré à quel point le dispositif d'appui il était important à la fois dans la construction des outils, dans la formation et bien sûr dans la supervision. On a un enjeu, je pense que vous l'avez montré, d'avoir une expertise particulière sur l'autorégulation au niveau du dispositif d'appui. Vous me voyez peut-être arriver avec mes gros sabots. Dans les régions qui ont suivi suite à la Nouvelle-Aquitaine, du coup, est-ce que c'est vous qui êtes également intervenu? Et sinon, comment ça s'est passé au niveau de... qui a pris la charge du dispositif d'appui sur la supervision, sur la formation, etc. Et est-ce que, au niveau de la fondation, c'est un déploiement est envisageable? Mesdames de Corrèze. Est-ce que, vous voulez dire, est-ce que le dispositif d'appui s'étend hors Nouvelle-Aquitaine? Oui, et sur les régions qui ont suivi dans le déploiement des dispositifs en dehors de la Nouvelle-Aquitaine, qui a pris cette mission-là, et si ce n'est pas vous, comment ça s'est passé en termes d'identification des professionnels, des expertises? Alors, je ne me permettrai de répondre que sur l'existant et ce qui a déjà été construit. Sur les dispositifs existants hors Nouvelle-Aquitaine, il y a eu un partenariat entre l'ARS et le rectorat concerné, notamment en Vendée, à Strasbourg, entre l'ARS et le rectorat concerné, puis entre les pilotes dont nous avons parlé au quotidien. Et donc, il n'y a pas eu de dispositif d'appui pour réaliser ce qui a été réalisé par exemple en Nouvelle-Aquitaine, et c'est la partie formation et supervision qui ont été finalement implantées et développées de la même manière, je dirais. On pourrait faire le parallèle avec ce qui a pu être fait pour les UEMA, les UEA dans le développement, c'est-à-dire qu'il y a eu appel à projet ou appel à candidature dans ces régions-là pour les ARS qui ont été séduites par ce projet-là, qui a demandé à répondre à cet appel à candidature. Les ESMS porteurs se sont manifestés ou pas, et on construit ce projet-là et on fait appel, alors pour le coup, de la supervision et de la formation, comme on peut le voir sur d'autres unités et dispositifs existants. Donc il n'y a pas eu de dispositif d'appui qui a été renouvelé ou mis en place, en tout cas sur d'autres régions. C'est vraiment une initiative Nouvelle-Aquitaine pour le coup.
Alors, peut-être en complément de cette réponse, on a des associations qui ont des implantations dans plusieurs régions, qui ont déjà été impliquées en Nouvelle-Aquitaine, dans l'une des régions qui a déjà expérimenté ces dispositifs, et qui sont aussi un moyen de diffuser cette compétence, cette culture de l'autorégulation. Mais on a également une réflexion en cours avec Isabelle Brion pour essayer d'encourager des initiatives de formation pour que davantage de personnes soient capables de mettre en place de tels dispositifs. On a une question sur, je ne sais plus qui l'a posée parce que je ne peux pas lire en fait, c'est trop loin, mais sur la possibilité d'avoir un dispositif d'autorégulation sur plusieurs écoles proches les unes des autres. Et je sais qu'il y a un projet en région Auvergne-Rhône-Alpes dont on a déjà parlé, qui a été travaillé un petit peu dans ces esprits-là. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, Maryse et Anne-Sophie? Donc, l'idée, c'est qu'il y a une équipe qui est un peu mobile entre 2 ou 3 écoles. Écoles voisines. Pour ma part, j'y mettrai quelques réserves dans le sens où on voit déjà comme c'est long à construire entre 2 équipes qui sont implantées sur le même lieu. On a vu que la construction d'une équipe, ça prenait au moins 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, voire. Donc, si on commence à saupoudrer, qu'on ne fait que du temps partiel, parce que intervenir sur plusieurs écoles, ça veut dire qu'on aura du temps partiel sur chacune des écoles. Je ne sais pas. Peut-être qu'il faut tenter, mais pour moi, j'y mettrai des réserves. C'est ma position. Après, je ne sais pas, Anne-Sophie, ce que tu en penses. Oui, je crois que la qualité d'accompagnement va poser question. On voit aussi que cette co-construction et cet intermétier dont on parle depuis le départ, elle se construit dans la reconnaissance de l'expertise de chacun, parce qu'il y a des moments, par exemple les enseignants, lors de, je vous cite des exemples concrets, mais lors d'un trouble du comportement vraiment très important, peut faire appel à l'équipe SMS qui va réagir de façon rapide, de façon vraiment auprès de l'équipe enseignante qui est qui passe à un système qui est beaucoup plus mobile et qui rappelle d'ailleurs le système des CESAD actuel, eh bien on aura une réponse qui va être difficile. Et aujourd'hui, on voit ce que les enseignants nous disent aussi. Sur les vacances scolaires et périscolaires à l'intérieur. Travailler en collaboration avec les CESAD qui interviennent dans les écoles, mais ce qui est compliqué, c'est par exemple de répondre de trouver une stratégie d'accompagnement à un trouble du comportement qui est survenu, par exemple, le lundi, lorsque le CESAD intervient le jeudi dans l'école. Ça veut dire qu'entre le lundi et le jeudi, toute l'équipe enseignante se questionne, l'enfant est dans une situation où on n'a pas eu le temps encore d'évaluer les antécédents du comportement, les conséquences. Et donc, on a ces réponses qui arrivent en différé, qui créent des difficultés, des biais de communication entre l'équipe SMS et l'équipe enseignante, qui empêchent quelque part la formation de l'intermétier au quotidien. Donc, moi, j'émettrais cette réserve-là. Après, ça n'engage que moi. Moi, je voudrais juste compléter ce que vous dites. La question des multisites, moi, elle m'interroge parce que je serais plutôt pour des multisites et avec la construction des piales notamment, puisqu'on impliquerait du coup un collège et ses écoles, ce qui nous permettrait de ne pas avoir cette question sur le second degré ou de moins l'avoir. Et puis là, dans ce que vous proposez, comme tout dispositif, ce sont les jeunes qui se déplacent encore, donc qui sont coupés de leur lieu social, de leur lieu de vie. Pourquoi on n'imaginerait pas, pour une fois, que ce soit les adultes qui se déplacent? Alors, j'entends bien vos réserves sur s'il fait une crise le lundi, on ne va pas venir le jeudi, mais on peut prendre exemple sur les DITEP, par exemple, qui fonctionnent déjà comme ça, et quand on les appelle, en général, ils réagissent très vite. Donc, il peut y avoir du travail avec l'équipe SMS et avec l'enseignant d'autorégulation pour que la réaction, elle se fasse très rapidement, notamment pour les problèmes de comportement. Et puis moi, ce qui me gêne, c'est qu'on hyper spécialise une équipe enseignante alors que l'on parle d'école inclusive en général. Notre objectif quand même, c'est que nos enseignants en général, alors ne sont pas des
ne sont pas des pédagogues, ne sont pas des psychologues, des thérapeutes ou tout ça, mais dans leur geste pédagogique, ce que l'on souhaite, c'est qu'ils puissent accueillir tout enfant différent. Tout enfant a un besoin éducatif particulier. Sauf que là, on hyper spécialise une équipe et les autres, on les laisse de côté. Et quand l'équipe change, la difficulté, c'est qu'on nous envoie en boomerang que, évidemment, on a mis toute la difficulté sur une seule école. Voilà. Donc, moi, dans le cadre de la scolarité inclusive, je vais plus loin que l'école inclusive, je verrais bien quelque chose au niveau d'un PIAL. Essayer quelque chose au niveau d'un PIAL. Alors, écoutez, nous, on n'a pas à imposer un format particulier, etc. Je crois que ce qu'on a encouragé, c'est un format de dispositif qui a fait ses preuves. Hein. Il faut être attentif à ne pas, avec de bonnes intentions, en dégrader la qualité, non pas à cause d'une moins bonne compétence des équipes, mais parce que le fait d'avoir à intervenir sur plusieurs sites divise le temps disponible de l'équipe médico-sociale et de l'équipe enseignante sur ces 3 écoles, et que la permanence de l'équipe d'autorégulation, la présence permanente de l'équipe d'autorégulation dans l'école est justement l'élément qui produit cet effet de transformation inclusive de toute l'école. Cela dit, moi je pense que ça n'est pas totalement impossible. Il faut quand même que les écoles soient très proches les unes des autres, pour que l'équipe puisse se déplacer rapidement. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'écoles non plus concernées. Et puis, voilà, il faut peut-être, si certains se sentent prêts à expérimenter ce format-là, qu'on le tente et qu'on l'observe bien pour voir à quelles conditions ça peut être effectivement intéressant d'avoir cette organisation-là. Cela dit, il faut voir aussi quel est le bénéfice. Qu'est-ce que ça ajoute d'avoir ce système-là plutôt que j'entends toujours pareil, puisque c'est les écoles qui doivent être proches les unes des autres. Un changement de quelques rues pour la scolarisation d'un enfant, il est vraiment intégré dans cette école. Je ne sais pas. Moi, j'ai une petite réserve aussi, mais après tout, si certains se sentent prêts à partir et qu'on a plusieurs équipes d'écoles qui sont prêtes à se lancer, par exemple, c'est vrai que pour ce qui est de la formation des équipes, on y gagne. Il y a une autre question qui a été posée sur le périscolaire, l'extrascolaire et même les vacances scolaires. Donc, puisque c'est des enfants dont finalement l'accompagnement médico-social est calibré sur le calendrier scolaire et l'emploi du temps de la semaine scolaire, quid de ce qui se passe en dehors du temps scolaire? Est-ce qu'il y a une forme d'accompagnement? Est-ce qu'il y a un relais qui peut être pris par ailleurs, etc. Alors, je distingue le périscolaire, qui n'est pas en classe, mais qui est dans l'école, hein, et puis le reste. Alors, à la fois pour le périscolaire et pour la famille, qui sont en fait les personnes qui vont s'occuper de ces élèves sur les temps dont vous parlez, ce que l'on souhaite, c'est comme pour tous les autres professionnels et qu'il puisse y avoir une montée en compétences, qui implique que sur les premières années, il peut y avoir, et là c'est à construire avec le calendrier et les jours d'ouverture également de l'ESMS, donc ça demande une souplesse d'intervention par le cadre ESMS sur les jours d'ouverture et d'accompagnement de ces jeunes. Il peut y avoir un accompagnement éducatif auprès des jeunes sur les temps périscolaires, et il peut y avoir de la guidance familiale qui peut être faite le soir, le week-end, les vacances scolaires. Alors, il faut que cette guidance parentale ait pour but d'augmenter l'autonomie du jeune à domicile dans sa vie quotidienne. Donc, il faut qu'il y ait des objectifs fixés, c'est-à-dire que ça ne devient pas une garde d'enfants, c'est bien transférer des compétences et des outils auprès des parents pour qu'ils puissent par la suite
les transférer à leurs enfants pour que l'enfant gagne en autonomie. Donc ça, c'est le système de guidance parentale et familiale est quand même assez connu. Donc c'est tout à fait possible et préconisé sur les dispositifs d'autorégulation. Ce qu'on voit encore une fois, c'est que plus l'équipe périscolaire monte en compétences, ce qui est compliqué au départ, leur participation à tout ce projet-là. Il faut vraiment quelque part aller les chercher et puis les motiver, avoir leur cadre aussi qui soit impliqué dans le projet. Et bien plus ils montent en compétences, moins ils font appel là aussi à l'équipe éducative SMS. C'est-à-dire qu'il y a par la suite une autonomie de la part de ces équipes-là sur ces temps-là. On fait également on peut aller jusqu'à la réalisation de formations de sensibilisation par l'équipe SMS auprès des centres de loisirs, auprès du coach de football si le jeune est inscrit dans un club de foot le samedi matin. Il y a des sensibilisations et des outils qui peuvent être amenés de structuration du temps, de l'espace, sensibilisation à l'autisme, qui peuvent être faites comme ça auprès de différents partenaires de la vie du jeune. C'est-à-dire que le jeune est au centre et tous les partenaires qui souhaitent s'impliquer dans cette démarche, on va aller leur proposer différents types d'accompagnement. Ce que dit Madame Morena, c'est que même si l'équipe médico-sociale est installée dans les locaux de l'école, son intervention peut se faire à domicile, peut se faire en complément de l'école, comme pour un autre CESAD, par exemple. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Allez-y. Présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, c'était juste une remarque par rapport à la question de la ESH. Parce que en fait, on va bientôt passer d'ici 2 ans en PIAL complet. Et donc, la question de l'AESH, dans le cadre de l'ouverture de ces nouveaux dispositifs, se posera beaucoup moins puisqu'on pourra mettre à disposition dans les classes de référence des heures d'AESH en fonction des besoins et voilà, sans pour autant affecter une AVS-CO ou une AESH-CO au dispositif dédié. Donc, et sans aller jusqu'à ce que disait la collègue tout à l'heure, à savoir on est en PIAL et à ce moment-là, on disperse un petit peu, on dilue un petit peu le dispositif. Mais là, si le dispositif est implanté dans une école où il y a un PIAL, on peut utiliser naturellement dans le droit commun le PIAL pour l'accompagnement des élèves qui en auraient besoin et pas en faire une règle. Voilà, c'est juste une remarque. Donc là, moi je trouve qu'à partir du moment où le PIAL aura véritablement pris cette dimension de dispositif intégré à l'école pour favoriser cette dimension d'accessibilité de l'école, et ne consiste pas simplement à morceler l'emploi du temps en accompagnements individuels, on est dans la même logique que celle du dispositif d'autorégulation. La condition, c'est peut-être que les personnels du PIAL participent aux formations et au travail de l'équipe scolaire et médico-sociale pour vraiment qu'il y ait une cohérence dans leurs actions. On arrive à peu près à la fin de cet échange. Isabelle, vous voulez… Non, je pense qu'on a… J'espère qu'on a à peu près fait le tour. Peut-être on listera les questions plus confortablement pour voir si on a oublié des points. N'hésitez pas à revenir vers nous. Voilà, et Mylène Girard va faire un petit mot de conclusion. Moi, je me rapproche. Non, mais la caméra va te rejoindre. Voilà. Bonjour à tous. Donc, Mylène Girard, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis secrétaire générale de la délégation interministérielle. Juste un petit mot de conclusion. Peut-être déjà remercier chaleureusement Maryse et Anne-Sophie pour leur intervention et puis pour leur grande expertise et compétences, je crois, sur ce dispositif. Elles sont très disponibles et je crois que les régions qui ont déployé l'autorégulation savent pouvoir compter sur toutes les deux. Je voudrais en profiter pour remercier aussi le groupement national des CRA. Il y a Romaric Bruyant à côté de moi, le nouveau directeur du groupement national, qui nous héberge aujourd'hui. Et on n'a pas parlé du rôle des centres de ressources autisme, mais on pourra y répondre plus. C'est vrai que les centres de ressources autisme sont des partenaires qui doivent devenir plus naturels dans le cadre du cahier des charges sur les unités d'enseignement élémentaire. On a insisté sur le fait que
Il faut penser à mobiliser les centres de ressources autisme, notamment dans les aspects d'accompagnement, d'information, de communication. Ils ont des compétences à mobiliser. Il faut évidemment ne pas hésiter à les mobiliser pour préparer la rentrée à vos côtés. Moi, je voudrais juste dire qu'on n'est qu'au début un petit peu. L'aventure a déjà démarré, donc je salue aussi les ARS pionnières, hein, notamment Nouvelle-Aquitaine, et puis les collègues des Pays de la Loire et du Grand Est qui ont continué, alors même que effectivement, il n'y avait pas nécessairement de démarche nationale. On a fait des déplacements en janvier avec Claire Compagnon, José Puig. On a été très, très convaincus par ce dispositif en réalité. C'est vrai que c'est très proche des UEA, c'est un tout petit peu différent. C'est différent en ce que la transformation de l'école, peut-être, est visible d'entrée de jeu. Alors, quand on est allé sur les dispositifs en janvier, les enfants étaient intégrés pour certains seulement depuis septembre. Et le temps passé dans la classe de référence était déjà conséquent. Et je crois que ça peut en tout cas être une des grosses différences avec les unités d'enseignement élémentaire autisme qu'on a pu visiter, dans lesquelles on a encore parfois, au bout de 3-4 mois, encore un effet groupe-classe et des temps en classe de référence qui sont moindres. Et je crois que c'est ce qui nous a le plus frappé. Et ce qui nous a le plus frappé aussi, c'est ce discours extrêmement convaincant de ce qui est devenu une seule équipe. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le médico-social avec une classe à côté et le reste de l'école. Ça peut être le sentiment de l'UEEA quand on va visiter une UEA, par exemple. Quand on rentre dans une école où l'autorégulation s'est déployée, on a une équipe. On a même du mal à distinguer qui est qui. On a des enseignants, on a des équipes, on a des directeurs et on a une équipe médico-sociale et périscolaire. Et on a des gens convaincus et très fiers de ce qu'ils font. Et je voudrais juste vous dire ça en conclusion, parce que c'est vraiment ce qui nous a poussé à mettre un petit peu le coup d'accélérateur avec des crédits qui étaient un peu inattendus. Et donc, on va poursuivre l'aventure avec un cadre, cette fois national, avec des crédits, et puis avec une mission nationale qu'on va confier de la part de la DGESCO et de la délégation à Maryse et Anne-Sophie pour amplifier l'accompagnement à vos côtés et clarifier tout ce qui doit l'être, dans un cadre qui devient effectivement moins expérimental et désormais national. Voilà, et j'en profite aussi pour, je crois que j'ai pas remercié mes collègues de la DGCS et de la CNSA, qui sont très impliqués aussi sur ces dispositifs, notamment du point de vue du pilotage des délégations de crédit, et qui vont porter le cahier des charges aussi. Voilà, donc on vous donne rendez-vous à très bientôt, puisque on reste à votre disposition avec Isabelle côté éducation nationale, avec Prisca à la DGCS, Eve à la CNSA et évidemment José qui va piloter tout ça de main de maître à la délégation. Merci à tous en tout cas pour votre engagement.